Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus assister à cette séance qui s'annonce riche d'apprentissage et d'échanges. Donc, nous sommes Jeanne, Titouan et Louis et nous allons animer donc, cette séance du séminaire Relire les sciences sociales autour de l'ouvrage d'Annette Larrot. Donc, qui s'intitule Enfance inégale, classe, race et vie de famille, qui est paru en 2003 et qui a été traduit en 2024 en français, publié aux ENS Éditions. Et du coup, vous pourrez retrouver l'ouvrage en vente à la fin de la séance. Et il y aura même un petit temps de dédicace avec les préfaciers. La séance va s'articuler en 4 temps. D'abord, Louis et Titouan vont nous parler un petit peu de l'ouvrage afin de vous le présenter. Ensuite, on va laisser la parole à Kevin Dieter et Régine Sirota, donc qui sont tout à droite, qui ont co-dirigé donc, la traduction française. Il s'avère que vous aviez déjà travaillé ensemble autour de l'ouvrage Inégalité culturelle, retour en enfance, qui est paru en 2021, qui est dirigé par vous, Régine Sirota et Sylvie Octobre, et auquel Kevin Dieter vous avez participé. Donc Kevin Dieter, vous êtes basé à Lille, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université et chercheur au laboratoire d'études et de recherche sociologique et économique. Vous êtes spécialiste de la socialisation de l'enfance, du genre et des sentiments. Régine Sirota, vous êtes professeur émérite des universités à l'université Paris-Descartes et membre du Centre de recherche sur les liens sociaux. Vous êtes également spécialisée en sociologie de l'éducation et de l'enfance. Et enfin, il y a quand même une troisième personne qui a co-dirigé cette traduction du livre d'Annette Larrot, qui est Sylvie Octobre, donc qui n'est pas présente aujourd'hui, mais donc qui est la troisième main dans cette traduction-là, qui est actuellement donc, chargée de cours à Sciences Po Paris et chercheur associé au centre Max Weber de l'ENS Lyon CNRS, et qui s'intéresse donc à la sociologie de la culture et plus précisément aux pratiques culturelles de l'enfance et de l'adolescence. Dans un troisième temps donc, de cette séance, on va pouvoir élargir la discussion et mettre en perspective les présentations avec l'intervention d'Émilie Grisé, donc, juste ici. Donc, Émilie Grisé, vous êtes doctorante à l'Institut national d'études démographiques et au Centre de recherche sur les inégalités, et vous vous intéressez donc, dans votre thèse à la socialisation des enfants dans les écoles primaires catholiques en France. Voilà, donc merci à vous d'être présents aujourd'hui. Et enfin, pour conclure la séance, comme l'ouvrage est lui-même et les présentations également, nos intervenants vont amener à un certain nombre de sujets et de discussions. Donc, ça sera un temps d'échange. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Merci beaucoup. Donc, avant de présenter le livre donc, Enfance inégale, il convient de présenter rapidement Annette Larrot, qui est donc l'autrice de Unequal Childhoods. Donc, c'est une sociologue américaine née en 1952 qui travaille et enseigne donc, à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Donc, elle a été et est toujours une membre active de l'American Sociological Association, dont elle a été la présidente en 2014. Ce qui s'explique notamment par le fait qu'elle est aujourd'hui une référence dans le champ des sciences sociales de l'enfance et de la famille. Donc, on la connaît également pour ses travaux sur la recherche ethnographique, dont elle a considérablement contribué à l'évolution. Et donc, Unequal Childhoods reste son ouvrage qui a connu le plus grand succès, dont Louis va vous proposer une rapide présentation. Donc, comme Jeanne l'a dit, Enfance inégale paraît en 2003, avant que sa première édition ne soit révisée et augmentée dans une seconde en 2011. C'est cette seconde édition qui a été traduite en français et qui constitue l'objet de cette séance du séminaire Relire les sciences sociales. Cet ouvrage est le résultat d'un travail mené sur le temps long par Annette Larrot. La première phase de son projet a commencé en 1989-1990. Après les observations à l'école, les observations dans les familles ont eu lieu en 1994-1995 avec l'aide d'assistants de recherche. Entre 1996 et 1998, Annette Larrot analyse ces données et livre ses premiers résultats avant que la rédaction de l'ouvrage ne l'occupe jusqu'en 2002. Après une phase d'observation ethnographique qui sera présentée plus en détail par Kevin Dieter et Régine Sirota, Annette Larrot a eu recours à un suivi longitudinal, à distance, peut-être trop selon elle, pour suivre les enfants devenus jeunes adultes. Cette méthode qualitative a été renforcée après la publication de la première édition du livre par un projet de recherche avec des collaborateurs ayant des compétences en méthode quantitative. Larrot prête une attention particulière aux différences raciales, grille de lecture classique aux États-Unis, notamment après le traitement quantitatif de la seconde édition,
Pourtant, la différence majeure qui régit ces différenciations entre les enfants américains, selon Annette Laro, et ce qui fait l'originalité de son approche, est la lecture de la société en termes de classe sociale. En effet, l'un des apports centraux d'Enfance inégale est le recours à une analyse catégorielle de la société américaine, c'est-à-dire selon des classes bien distinctes. D'ordinaire, la tendance aux États-Unis consiste davantage à différencier les familles selon des degrés fins dans un ensemble unique d'individus. Je cite, « On pense que tous les enfants ont des opportunités futures à peu près égales. » Et donc, les différences sont par la suite expliquées par le soi-disant mérite des individus. Annette Laro juge plutôt, d'après une lecture d'héritage bourdieusien de la société, que la position des individus dans la structure sociale est primordiale et façonne leur vie quotidienne, notamment à travers les différents capitaux qu'ils possèdent ou non. Son ouvrage distingue 3 classes, les pauvres, familles pauvres, les familles de classe populaire et les familles de classe moyenne. Même si ce découpage peut être jugé arbitraire, on pourrait par exemple rajouter les classes moyennes supérieures, l'essentiel réside dans ce rapprochement, cet agglomérat de diverses familles au fonctionnement comparable. La position sociale à la naissance est donc essentielle, qu'elle soit conscientisée ou non. L'habitus des enfants est notamment défini par 2 modes d'éducation sur lesquels Kevin Dieter et Régine Sirota reviendront, la mise en culture concertée chez les classes moyennes et la réussite de la pousse naturelle chez les classes populaires et familles pauvres. De celle-ci découlent des différences en termes de légitimité des enfants vis-à-vis des adultes, de capacité à prendre la parole et à utiliser un vocabulaire complexe et varié, d'individualisme, de conscience politique et sociale, d'expression des sentiments, d'importance du développement des talents personnels, etc. L'ouvrage est organisé en 4 parties majeures. La première, l'organisation de la vie quotidienne. La deuxième, l'usage du langage. La troisième, famille et institutions. La quatrième, des enfants inégaux et des adultes inégaux, revient sur la méthodologie adoptée et le suivi longitudinal des enfants, en les retrouvant à peu près une dizaine d'années plus tard. Annette Laro a voulu consacrer un chapitre à chaque famille, ou du moins quasi toutes, sur le modèle de The Second Shift d'Arlie Hochschild, ce qui permet de leur donner vie et d'incarner les concepts étudiés. En somme, un ouvrage plutôt accessible et agréable à lire, qui apporte un éclairage nouveau sur les inégalités outre-Atlantique, mais aussi en France et dans nos vies. Mais encore, faut-il pouvoir accéder à Unequal Childhood, et sa traduction en français le permet plus facilement. Donc je vais vous parler un peu, remettre en contexte donc, la traduction. Pour ça, j'ai voulu repartir d'un court article qui était paru dans la revue Genèse en 2013, donc peu après la publication de la seconde édition de Unequal Childhood, dans lequel Julie Pagis proposait un compte-rendu de sa lecture du livre. Et voici la première phrase de son article. « Pourquoi le livre d'Annette Laro, Unequal Childhood, dont la première édition a été publiée en 2003, n'a-t-il pas encore été traduit en français, alors qu'il est devenu incontournable pour les sciences sociales de l'enfance anglo-saxonne, et malgré l'intérêt croissant porté dans l'Hexagone à ce champ de recherche émergent ? Il aura fallu attendre encore plus de 10 ans avant que la traduction française de l'œuvre paraisse, chez ENS Éditions, donc en septembre 2024, traduction proposée donc par Camille Salgue, sous la direction de Kevin Dieter et Régine Sirota, que nous remercions encore une fois de venir, oui, j'y viens, ainsi que de Sylvie Octobre, qui, comme l'a dit Jeanne, n'a malheureusement pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Donc dans la préface, vous expliquez brièvement la naissance de ce projet sur laquelle nous serions heureux que vous puissiez revenir plus en détail, mais qui donc part d'un colloque organisé fin 2019 par le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture, qui coédite d'ailleurs Enfances inégales. Vous parlez en préface d'un ouvrage saisissant d'actualité par la réflexion qu'il propose sur les pratiques culturelles d'éducation des enfants et d'un caractère original et novateur, point sur lesquels nous reviendrons évidemment au cours de la discussion. Annette Laro en fait, propose une approche plutôt inédite aux États-Unis de la classe sociale et de l'habitus, inspirée en partie des travaux de Pierre Bourdieu, qui occupe une place importante dans l'ouvrage. Mais cette approche a aussi amené, pour prendre un exemple, Monsieur Tallinger, donc le père d'un des garçons enquêtés, a manifesté son opposition à l'égard de l'un des chapitres dédiés à l'analyse, le jugeant socialiste. Ce propos est aussi révélateur dans une certaine mesure de l'actualité et de l'originalité de l'œuvre aujourd'hui, dans un contexte où la recherche en sciences sociales est mise en difficulté, et particulièrement aux États-Unis ces derniers temps.
Nous aimerions reprendre l'expression aussi que vous utilisez en préface de jeu de ping-pong intellectuel quand vous expliquez les accords qu'il vous a fallu trouver avec Annette Larraux dans la traduction de ces concepts centraux. Et en fait, à plus grande échelle, on peut considérer que Enfance inégale est le résultat d'un jeu de ping-pong finalement entre France et États-Unis, puisque la chercheuse américaine se réfère à maintes reprises à une tradition européenne bien établie, dont elle emprunte l'analyse catégorielle, ainsi qu'aux travaux de Pierre Brotieu auxquels elle consacre une annexe. Et aujourd'hui, cette traduction rend aussi quelque part à la sociologie française que la sociologie américaine avait pu lui emprunter d'une certaine manière, autant en termes conceptuels que méthodologiques. Voilà, merci beaucoup. J'espère que la présentation aura été claire. Alors simplement, peut-être qu'on va vous faire passer l'ouvrage. Merci beaucoup. On va faire passer l'ouvrage si jamais vous voulez le feuilleter. Et puis on vous laisse la parole, Régine Sirota et Kevin Dieter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, attendez. Ah, faut pas que je bouge trop. C'est bon. Ok, désolé. C'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Alors, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez, c'est bon. Pour cette invitation et pour nous amener à revenir sur ce long et laborieux mais excitant travail de traduction de l'ouvrage d'Annette Larraux, Enfance inégale. Donc oui, je précise pour Sylvia Octobre, elle est chargée d'études aussi au ministère de la Culture. Il faut le préciser aussi parce que c'est lui aussi qui a participé au financement. L'ouvrage. Voilà, on est obligé de... Il faut obtenir les financements, c'est le ministère de la Culture qui a largement financé l'ENS Édition. Tout à fait, et qui propose maintenant aussi encore d'autres financements en partenariat avec ENS Édition, parce que cet ouvrage-là va produire aussi d'autres ouvrages à venir, donc c'est aussi une très belle, c'est un bon travail. Donc aujourd'hui, on va revenir donc, dans cette présentation à deux voix sur 3 points. Donc le premier, je vais présenter la manière dont... pourquoi, en fait, je vais essayer de répondre à la question pourquoi il est intéressant de traduire Unequal Childhood et Enfance inégale, donc aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je reviendrai rapidement sur la méthodologie et sur les concepts qui moi m'ont permis à moi, que je trouve les plus intéressants. Je vais retracer un petit peu, mais après, ça sera plus le travail d'Émilie qui va nous dire comment elle l'a utilisé. Et je laisserai ensuite le soin à Régine de retracer les difficultés que nous avons rencontrées lors de la traduction de cet ouvrage. Et on va voir aussi, je pense qu'elle y reviendra, mais il y a quand même 65 notes de traducteurs, ce qui est quand même considérable, je trouve, pour un ouvrage qui dit aussi toutes les difficultés qu'il y a de passer d'un contexte à un autre, sachant que il y a 20 ans d'écart et aussi des contextes différents. Donc, comment je fais ça marche pas. Alors, comment je fais pour... Ah oui, c'est bon. Pourquoi avoir... Non, ça marche. Alors, pourquoi avoir traduit Enfance inégale ? Tout d'abord parce que c'est un classique des sciences sociales états-uniennes, un classique des sciences sociales états-uniennes, où on peut vraiment dire ça, parce que si il est l'un des ouvrages les plus cités en sociologie de l'éducation et en sociologie de la famille, parce que nous ici, on l'a plus, et comme vous allez le voir aussi, les personnes qui l'ont plus mobilisées en France sont les sociologues de l'éducation, mais aux États-Unis, c'est pas tant que ça. Il y a beaucoup, en fait, c'est plutôt les parenting studies qui se sont appropriés son travail, parce que pour eux et elles, Annette Larraux était d'abord une sociologue de la famille, avant d'être une sociologue de l'enfance et de l'éducation. Et comme je le note, il y a eu 14 300 citations sur Google Scholar en une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez considérable. Et avec ça, elle a aussi gagné énormément, donc ça c'était le premier point,
2 prix, notamment à l'American Sociological Association, le prix du meilleur livre en Childhood and Youth Study, Cultural Studies and Family Studies. Et juste là, je reprends un graphique que nous avait fait parvenir Elliot Henninger, qui est un de ses plus proches collaborateurs et qui est un spécialiste, c'est lui qui a aussi beaucoup travaillé à la pas la postface, mais à 10 ans après, dans l'ouvrage, il y a le 10 ans après, et c'est lui le sociologue quantitativiste qui a été en postdoc avec Annette Larot à partir de 2003 et qui est un des spécialistes de sa pensée outre-Atlantique. Et donc là, on voit qu'il y a eu vraiment une forte augmentation et qui maintenant est toujours l'un des ouvrages les plus cités en sociologie de l'éducation, avec aussi Pierre Bourdieu. Donc pour nous, ça nous semblait intéressant de revenir sur ça, et d'autant plus intéressant qu'il a relativement connu peu d'écho en France à sa première publication. Et depuis la parution, on s'est amusé à faire des recherches, mais que ce soit sur Percé ou sur Kern, on compte à peu près 100 références à l'ouvrage, 100 références depuis 2003, ce qui est pas énorme quand on compare à ce qui s'est fait aux États-Unis. Et en fait, il est apparu, mais aussi il a mis du temps à venir dans la sociologie française. Et la première fois où on trouve la mention de Unequal Childhood, c'est en 2009 dans les travaux d'un côté, il y avait Agnès van Zanten qui le mobilise dans ses ouvrages et dans ses travaux autour des stratégies éducatives. Et il y a surtout aussi Régine, donc qui est à côté de moi, qui en a proposé dans un chapitre d'ouvrage des traductions de passages, parce qu'il lui semblait intéressant, et notamment pour faire connaître aussi ce qui t'intéressait, c'était l'ethnographie familiale, donc elle y reviendra aussi sans doute plus tard. Et la première recension apparaît en 2011, elle est d'une collègue qui n'est pas sociologue, mais géographe, Sonia Lehmann-Frisch, qui a relu la seconde parution d'Unequal Childhood et qui en propose un compte-rendu en français. Avant ça, ça reste donc 2009, quoi. Pas grand-chose. Et ensuite, quand on en vient pour la première traduction d'un article de Larot, il faut attendre cet ouvrage-là dirigé par Régine et Sylvie, Une inégalité culturelle, retour en enfance, pour trouver un de ces articles qui est issu de cette enquête, en fait. Article qui, lui, a été édité une dizaine de fois aux États-Unis, c'est-à-dire dans une dizaine de supports différents. Initialement, c'est dans l'American Sociological Review, mais il a été réédité comme ça une dizaine de fois. C'est dire quand même le succès et le nombre de lectures qui ont suivi. Et qui aussi, pareil, quand on fait des recherches, est très peu mentionné en France. En France, il y a juste une partie où il y avait Home Advantage qui avait été cité, notamment, c'était encore une fois dans les stratégies d'éducation, mais scolaire, enfin vraiment d'un point de vue scolaire et moins d'un point de vue de sociologie de la famille ou sociologie de l'éducation, si ça fait un sens de distinguer. Enfin oui, si ça fait un sens de distinguer le scolaire de l'éducation. On pourra en discuter si vous voulez. Voilà. Ensuite, pourquoi il faut le traduire et pourquoi on a choisi de le traduire pour son actualité scientifique. D'une part, donc parce que les concepts de l'autrice sont de plus en plus mobilisés, y compris en France, et ils ont connu énormément de traductions différentes. Donc, quand Julie Pagis, notamment dans l'article que vous citez, propose pour Concerted Cultivation, acculturation, alors c'est concerté, je crois qu'elle dit, Agnès van Zanten proposait éducation concertée, d'autres ont, je crois que Sonia aussi proposait éducation concertée. Et donc, en fait, ça revient de plus en plus avec des débats sur comment traduire ces concepts-là, mais ces débats-là, je laisserai le soin à Régine d'expliquer nos choix.
Et en fait, donc, ils sont de plus en plus mobilisés. Et ça aussi, pourquoi être de plus en plus mobilisés? Parce qu'ils s'inscrivent dans un renouveau de la question de la genèse des inégalités sociales, et notamment dans la question de la production et reproduction des inégalités, mais dès le plus jeune âge. Et le but de cet ouvrage aussi s'inscrit parfaitement dans maintenant la sociologie de l'éducation et des inégalités, dans la mesure où il poursuit un triple but, celui d'une part de souligner le rôle primordial de la classe sociale dans la formation des inégalités. Et ça, c'est quelque chose de vraiment peu courant, notamment aux États-Unis, parce que là-bas, c'était d'abord la question de la race qui avait prédominé. Et en fait, Annette, comme elle nous l'a dit à plusieurs reprises, ce n'était pas évident de, en gros, questionner cette place de la race pour pas lui opposer, mais lui ajouter la question de la classe sociale. Et ça, c'était vraiment aussi quelque chose aussi qui permet pour elle d'articuler, c'était une manière d'articuler aussi la question de la classe et de la race un peu avant l'heure, puisque à cette époque-là, les questions, enfin en tout cas les perspectives intersectionnelles n'avaient pas autant d'écho que ce qu'elles ont aujourd'hui dans la littérature sociologique. Et d'autre part aussi parce qu'elle montre que les effets de classe ne passent pas simplement en fait juste par osmose à la Bourdieu, on pourrait dire, mais qu'elle s'inscrit vraiment dans les pratiques, styles, stratégies, comme on veut, modèles, elle utilise plusieurs termes différents, d'éducation des familles. Et ça, c'est quelque chose qui était peu courant jusqu'alors, d'aller voir ce qui, dans les pratiques familiales, permet en fait de transmettre cette inégalité, cette perception inégale du monde social et de sa place et de ce qu'on peut y attendre. Et enfin, parce qu'elle accorde surtout aussi, et moi c'est ce qui m'avait le plus intéressé quand j'avais parce que moi j'ai connu assez tard par rapport à Régine, Annette Laraut, moi c'était plus aux alentours des années 2013-2014. Après je suis allé en séjour chez elle à UPenn pour discuter avec elle de sociologie de l'enfance. Mais moi ce qui m'intéressait c'était en fait l'aspect de traitement quotidien. Comment, en fait, les inégalités, en fait, on n'a pas besoin d'aller voir dans les institutions scolaires ou de se concentrer principalement sur l'institution pour reproduire les inégalités, mais ça se passe dans la vie de tous les jours par des choses, mine de rien, un petit peu, et qui sont tout aussi efficaces pour donner, dira-t-elle, des avantages aux enfants. Donc, pour aussi ces trois raisons majeures-là, qu'on trouvait ça intéressant de proposer la traduction de cet ouvrage, et d'autant plus aussi parce que la méthodologie employée a été très peu reproduite aux États-Unis, mais aussi en France, c'est-à-dire, et là je vais y venir, la question aussi de l'ethnographie dans les familles, d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Et voilà, donc là j'en arrive au deuxième point, donc sur la méthodologie. Donc, une des plus grandes originalités donc, de l'ouvrage tient à sa méthode, et donc qui repose sur une pluralité de données qualitatives. Donc, au départ, comme l'ont rappelé au début les collègues, c'est vraiment beaucoup du quantitatif avec des observations en classe qui avaient commencé donc à Home Advantage, mais en fait, elle voulait savoir, elle voulait comprendre comment se traduisait ou comment s'expliquait cette avance au niveau scolaire des enfants. Et donc, au début, elle regardait vraiment les stratégies, elle voulait aller voir, et elle était aussi impatiente de faire des observations, réunions parents-prof. Ça, c'était vraiment quelque chose de majeur. Elle s'est dit, mais comment ça se fait? Pourquoi ils les mobilisent plus? Comment se crée comment, en fait, ce capital culturel, en gros, se transforme en capital scolaire. Enfin, c'est peut-être un peu mal dit comme ça, mais c'est un peu son idée de comment ça se passe, en fait. Comment ces avantages de classe se transforment en avantages scolaires.
Et donc, elle a fait des observations en classe, des observations réunions parents, puis elle a mené des entretiens approfondis. Et là, il faudrait en discuter avec elle parce que là, elle en a fait 137 et elle disait, mais en fait, ça servait un peu à rien. Et pourquoi ça servait à rien? Mais quand même, faire 100, pour les étudiants, un doctorant, masterant, attendez pas 137 entretiens pour vous dire que ça sert à rien. C'est vraiment trop. Genre 20, ça suffit. Mais c'est ce qu'elle disait aussi la dernière fois quand on l'avait invitée. Elle nous disait, j'aurais dû m'arrêter avant. Et il y avait deux raisons majeures à... C'est parce qu'elle trouvait qu'ils ne donnaient pas grand-chose, ces entretiens-là, parce que quand on interrogeait les mères enfin les parents, mais surtout au début les mères, elle reviendra sur la question des pères après, mais c'était qu'elles recevaient que des phrases sous le signe de c'est évident, c'est normal, c'est pour favoriser ça. Enfin, et il y avait toujours une sorte de production évidente, et donc elle disait j'arrivais pas à en faire quelque chose de cette évidence-là. On me renvoyait à chaque fois à des réponses sous le terme de l'évidence. Et deuxième chose, elle s'est dit elle va aller voir aussi les pères, et les pères répondaient à Annette, ce qui a fait un article méthodologique assez intéressant, qui est en fait demander à ma femme. Moi, j'en sais rien, et qui renvoyait au maire. Et vraiment, il y a un super article d'Annette Laro qui est intitulé, alors je me souviens plus exactement, mais en gros, c'est aller demander à ma femme, c'est elle qui sait, ou quelque chose comme ça. Et donc, elle trouvait cette méthodologie-là pas assez, en tout cas, intéressante pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc, elle s'est mise à chercher une autre manière de voir comment se transmettaient et comment se produisaient les avantages au sein des familles en allant enquêter justement dans les familles. Et c'est là la grande originalité, c'est qu'elle a produit, elle et son équipe de recherche, donc comme elle nous le dira par la suite, elle a recruté des assistants de recherche pour pouvoir aller au sein de familles, mais c'est elle qui a elle-même recruté les familles quand elle était sur le terrain à l'école, en fait. C'est l'école, dans les écoles où elle a été, donc elle diversifiait, elle avait été dans des écoles principalement blanches, dans des endroits en tout cas de classe moyenne, d'autres dans des classes populaires, etc. Et elle a essayé de contacter des familles pour être d'accord. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est peu commun en France, mais ces enquêtes ethnographiques ont été payées, rémunération. Les familles ont été gratifiées, parce que ce n'est pas vraiment une grande rémunération, mais c'était l'équivalent de 600 ou 700 $, je crois, dans mes souvenirs. 350. Ah, c'était 350 ? Ok. Oui, je me souviens plus. Et des gâteaux d'anniversaire, oui, tout ce qu'elle faisait pour... Et pour... des pizzas. Chacun a prêté attention à soi. Plus sensible sur les... Et elle a réussi à négocier donc environ, au minimum, donc 3 semaines auprès de chaque famille. Oui, l'intégralité de l'enquête dure une dizaine d'années, quand même. Enfin, il faut être quand même bien clair. Tout ça, ça dure 10 ans, le temps qu'elle décide de travailler là-dessus et puis que les différents stades de l'enquête se fassent. Donc, c'est quand même ce qu'on appelle une enquête en profondeur et de longue envergure et qu'elle fait avec aussi toute une équipe qu'elle va recruter en recrutant des filles, des garçons, des noirs, des blancs et en constituant des petites équipes comme ça où il y a toujours un noir, un blanc, un garçon, une fille et elle-même dans chacune des familles. Et chaque famille est enquêtée pendant 3 semaines, pendant l'enquête initiale. Après, elle reviendra sur la deuxième partie quand les enfants ont grandi. Et entre-temps, elle a envoyé des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire. Enfin, elle a soigné sa relation avec les familles. Parce que vouloir rentrer dans les familles, c'est une chose, mais il faut arriver à se faire tolérer dans les familles. Pour qui a enquêté sur la vie privée, ça n'a absolument rien d'évident. Et c'est sûrement une des très grandes originalités
enfin la grande originalité, moi je dirais, de ce travail ethnographique, c'est d'avoir pu rentrer dans des familles, dans la vie privée des familles et dans des milieux différents. Parce qu'en général, on a des enquêtes qui sont dans un milieu ou dans un autre, mais qui ne multiplient pas les milieux. Et elle a réussi avec le même dispositif à aller dans des milieux différents. Voilà. Merci pour cette précision. Alors là, je vous montre, mais alors normalement, il y avait une partie en orange qui a disparu. Donc là, c'était pour vous montrer les 88, comment elle avait pensé mais je vais vous le dire à l'oral. Donc en violet, c'était les personnes interrogées. Et on voit qu'elle fait à chaque fois donc ce que disait Régine, c'est-à-dire qu'elle prend 18... en fait, elle essayait d'avoir autant de familles blanches et noires et de chaque milieu social, et en prenant à chaque fois un garçon et une fille. C'était sa manière de penser, sa méthodologie. Et en fait, donc, en orange devrait apparaître, mais là on ne le voit pas. On voit que sur les 12 familles, donc il y en a 6 blanches, 6 noires. Il y en a deux familles blanches de classe moyenne, 2 familles noires de classe moyenne, 2 familles blanches de classe populaire, 2 familles noires de classe populaire, 2 familles blanches pauvres, 2 familles noires pauvres, et voilà. Donc ça fait à chaque fois 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 et 6. Et à chaque fois, dans les 2, c'est un garçon, une fille, systématiquement, pour essayer de voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fera, et elle le dira plusieurs fois, c'est qu'elle n'a jamais rien fait de la question du genre. Elle a des données de... Ouais, mais elle se dit aussi qu'elle... Enfin, quand on en discutait, elle aurait pu le faire. Elle aurait pu le faire parce qu'elle avait de quoi, mais ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était vraiment de montrer la question classe et race, en fait, pour voir ce qui jouait le plus sur cette production des enfances inégales. Et donc, pour souligner donc, le rôle central donc, à la question comment se produisent ces enfances inégales, ça se passe par les pratiques éducatives des parents, et elle montre qu'elle se passe principalement par 3 dimensions de la vie familiale, et qui vont considérer les 3. Enfin, ce sera les 3 parties de son ouvrage. Donc, d'abord, les usages du temps libre, où on verra les emplois du temps de ministres des classes moyennes, des enfants des classes moyennes et supérieures. C'est assez impressionnant quand elle raconte ça, où ils ont des activités tous les soirs, entre la musique, le sport. Le sport est très, très valorisé. Et le week-end, surtout quand ils sont dans des A-teams, ils font des centaines de kilomètres pour aller jouer. Et en fait, elle montrait aussi ce qui va avec un épuisement de ces enfants de classe supérieure. Et on verra aussi, il y aura plus un laisser-faire, et le terme aussi assez intéressant, le laisser-faire dans les familles populaires, où elle reviendra à ça, où elle montrera aussi qu'il y a une plus grande autonomie du coup pour les enfants. Qui peuvent aller, donc, dont les principaux lieux de sociabilité sont au sein de la famille ou dehors avec leur père, PAIRS. Voilà. Deuxièmement, il y a, et là je trouve que c'est peut-être l'aspect le moins original, puisqu'elle s'appuie beaucoup sur Bernstein et en sociolinguistique, mais là je trouve que et c'est là où moi il y a mes concepts que je préfère chez elle, ce qui est le sense of entitlement ou le sense of constraint, qu'on a traduit par le sentiment de se sentir légitime ou le sentiment de contrainte, où elle montre comment en fait les enfants dominants apprennent à être dominants par le langage, à mobiliser, à se sentir autorisés là où ils sont, à parler avec les adultes, vis-à-vis des institutions. Et en fait, tout passe par ce rapport-là au langage, en partie, et avec les interactions avec les parents. J'y reviendrai dans un suivi. Puis après, le troisième, c'est le rapport aux institutions, où là, on les voit à l'intérieur de l'école ou ou chez les médecins. Ouais. Les parties sur les médecins sont assez intéressant, notamment quand on voit que les enfants, justement des classes moyennes et supérieures, ce sont eux qui parlent aux médecins et pas les parents, où c'est en fait où on voit directement, ils se sentent autorisés, ils se sentent aussi
encore une fois, ce sense of entitlement se va jusqu'à questionner le médecin sur les diagnostics qu'il peut faire, ou même à remettre en cause aussi les enseignants. Là, il y avait des choses comme ça, leur demander de l'aide s'ils n'ont pas compris quelque chose, etc. Chose qu'il n'y a pas chez les classes populaires qui, eux, ont intériorisé un sentiment de contrainte qui les empêche de se sentir légitimes dans des situations où il y a des personnes qui sont soit adultes, soit représentants institutionnels. Et donc, avec ces trois dimensions de la vie familiale, elle met au jour 2 styles éducatifs, 2 modèles d'éducation qu'elle a intitulé donc Concerted Cultivation, qu'on a traduit par la mise en culture concertée, et le deuxième qui s'appelle Accomplishment of Natural Growth, qui signifie la réussite de la pousse naturelle, et ce qui va avec le laisser-faire parental. Donc je ne reviens pas sur les choix de ces concepts, Régine le fera après moi, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer donc comment se passe ce modèle de mise en culture concertée, beaucoup plus présent. Comment se décrit-il, comment se caractérise-t-il? Et donc, ce modèle de mise en culture concertée se retrouve principalement dans les classes moyennes et supérieures. Et ce modèle a déjà une définition, une vision de l'enfance très spécifique qui est, et je cite donc là Annette Larrot, les enfants sont pensés comme des projets en cours de développement. Elle utilise vraiment et qui pourra aussi faire ailleurs par la suite, où il y en a beaucoup aussi qui utilisent ça parce que ça renvoie au capital humain qui est très présent aux États-Unis, où il y a beaucoup d'économistes qui ont repris Annette Larrot aussi pour ça, où ils mettent parfois capital humain, où c'est là où on ne comprend pas très bien, mais ils peuvent citer Bourdieu, Larrot, puis Gary Becker dans la même phrase, sans que ça les choque, alors que ça n'a rien à voir. Bref, voilà. On s'en fiche de ça pour l'instant, mais c'est vraiment bizarre pour des sociologues européens, pour des chercheurs en sciences sociales européens, sachant quand on connaît l'histoire aussi avec Pierre Bourdieu qui était contre le capital humain, ça fait bizarre de le voir dans la même phrase. Voilà, bref. Et donc, comment ces projets en cours de développement, les parents donc sont là pour essayer de développer au mieux les compétences, en leur faisant faire beaucoup d'activités extrascolaires qui sont à chaque fois rentables scolairement, parce que ce n'est pas gratuit. L'enfant ne doit pas... en fait, il a des choses à dire, il a le droit de négocier, mais dans la limite en fait, il faut quand même s'assurer qu'il fasse des choses qui soient bénéfiques pour lui et pour son avenir. En fait, donc ça se base beaucoup sur la négociation pour faire des activités scolairement rentables. Et il y a aussi dans Concerted, il y a cette image-là où il y a négociation avec l'enfant, où il doit argumenter pour son point de vue, défendre son point de vue. Et aussi, dans le Concerted, il y a le deuxième point qui est où on voit tout le travail que font les parents pour l'amener, en fait, ce zèle-là, pour l'amener à faire des choses qui sont bien pour lui, pour son avenir, en termes de rentabilité sociale et scolaire. Et donc, ce que nous montre Larrot, et là vraiment moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant dans sa pensée, c'est que toutes ces activités, cette vision de l'enfance-là, avec les négociations et les argumentations que cela produit du côté de l'enfant, en fait, ça l'amène à développer ce sentiment de légitimité. Et ce sentiment de légitimité est pour moi essentiel dans la compréhension des inégalités sociales et aussi du sentiment de domination, ou en tout cas de la place, du sens du placement des enfants, en fait. Parce que ça leur fait, y compris, elles montrent quand ils ont des difficultés, ils arrivent beaucoup plus facilement à recourir aux adultes, à les mettre en cause, à les mobiliser en leur faveur, en fait.
Et donc tout ça montre, en fait, ça montre vraiment pour moi comment se produit aussi, pas seulement comment s'hérite un capital culturel, mais comment se produit aussi un rapport au monde particulier qui va les favoriser par la suite. Et à l'inverse, dans les styles, dans le deuxième style, celui de la réussite de la pousse naturelle, là, la vision de l'enfant n'est pas le même. Ici, en fait, ils sont moins considérés comme quelque chose, comme une période. L'enfance est moins vu comme quelque chose qu'il faut investir, mais plus comme un moment où il faut protéger des difficultés qui vont nécessairement se poser à eux quand ils seront adultes, parce qu'il y a une sorte aussi de fatalité dans ces familles-là, où là, ils ont l'impression que ça va être difficile pour leur enfant. Donc, il y a une sorte un havre de paix, et qui fait que, en fait, ils sont un peu laissés plus. En fait, il y a un laisser-faire. Et eux, leur but en tant que parents, c'est de... Et c'est ça aussi pourquoi la réussite de la pousse naturelle, c'est en fait, c'est l'image où les parents, si on prend l'image que prend Annette Larraux de herboricole, on dirait, non, ouais, ou de jardinage qu'elle utilise, agricole, ouais, où en fait ce serait de mettre l'engrais. Les parents sont là juste pour investir, pour mettre les enfants dans une bonne situation, dans des bonnes conditions, pour qu'ils puissent grandir, mais ils ne sont pas là à essayer de mettre un tuteur pour le mettre à aller faire dans telle ou telle direction. Il y a ce sorte de... En fait, les parents sont là pour que les enfants manquent de rien, mais ils ne sont pas là pour accompagner, pour investir dans un projet. Et ça, en fait, ça a des conséquences aussi, puisqu'ils n'ont pas le même rapport au langage. La négociation est moins forte. C'est-à-dire que les enfants sont rappelés à l'ordre dès lors qu'ils transgressent quelque chose, mais s'ils se tiennent à distance et respectent le monde des adultes, en fait, ce que montrait Larraux, c'est que, et c'est là aussi où ça a beaucoup vexé certaines familles, où on a l'impression qu'ils ne discutent pas avec leurs enfants, en fait. Ils sont là, ils sont un peu distants, où il y a les relations face à la télé, où on voit une des enfants qui est en train de faire un spectacle, et il y a tout le monde qui s'en fout à part Annette Larraux, en gros. Et là, il y avait vraiment Mais c'était des choses où c'est décrit un peu comme ça, mais c'était pour aussi montrer qu'il y avait d'autres... En fait, ça donnait d'autres aspects aussi pour cette enfance qui était beaucoup plus autonome, où il y avait où ils étaient moins dépendants, aussi moins liés... aux adultes. Mais ce qui les défavorise, c'est que ils sont moins forts dans la négociation, il y a moins, et ils se sentent moins légitimes à mobiliser les adultes ou les institutions qui les gèrent et les dirigent, quoi. Et ça va avoir aussi de grandes conséquences plus tard. Voilà, donc moi j'en ai fini, je pense, avec ça, parce que je pense que j'ai un peu trop parlé. Là, je vous avais mis... le beau tableau qu'elle nous fait, page 59, résumant tout ça, résumant les trois. Et je laisse la parole à Régine liée aux difficultés de la traduction. Alors là, j'ai 2 micros, c'est beaucoup pour moi quand même. Bon, alors je vais prendre celui-là, et toi tu vas passer les slides. Donc voilà, moi je vais parler des difficultés de la traduction. Donc on avait une sorte de fascination pour ce livre, mais le traduire, ça n'était pas si simple. Donc il y a eu un traducteur qui est passé, Camille, avant nous, et nous on a dirigé la traduction. Donc on a pris toutes les décisions à cet égard. Alors qu'est-ce que ça veut dire traduire, et pourquoi est-ce que ça n'est pas si commode? Alors moi je suis juste une sociologue, je ne suis pas du tout une traductrice. Je vais ici vous parler des difficultés de la traduction, donc des difficultés, je dirais, d'ordre sociologique pour rendre compte de l'ouvrage au mieux. Alors je vais me référer, c'est pour ça qu'à Walter Benjamin, là, on a mis cette photo sur le pain et le brot pour montrer, je voulais qu'on ait en référence ce texte qui est un classique chez les traducteurs. Quand je dis pain et quand je dis brot, est-ce que ce sont les mêmes images qui arrivent dans votre esprit? Pas du tout. Si je parle du pain, on a l'idée d'une baguette avec du beurre,
comme ça, bien croustillante, etc. Si je suis sur l'allemand et sur le brooch, j'ai du pain noir avec des cornichons, de la charcuterie, et j'ai un repas de 6 heures. Donc vous voyez que immédiatement, c'est ce qu'il dit, et effectivement, dès que l'on est dans la traduction, on a des implicites. Et c'est ces implicites sur lesquels je voudrais revenir, parce que ça n'est pas si évident. C'est mieux si je prends ça ? Ok. Alors, je sais pas comment on fait. Ou alors on utilise juste celui-là. C'est comment je l'ai fait celui-là. Voilà, c'est mieux. Ok. À vos ordres, si j'y arrive. Donc, effectivement, une traduction, c'est passer d'une langue à l'autre, à partir d'un texte en général pour lequel on a un petit coup de cœur, ce qui a été notre cas. Mais une langue, c'est aussi toutes les équivoques que son histoire a laissé y perpétrer. Et donc, on va essayer ici de montrer comment on va passer d'un territoire à l'autre et montrer ce travail de déterritorialisation et de reterritorialisation qu'on effectue quand on fait une traduction. Donc alors, comme Kevin vient bien de vous l'expliquer, on est sur un projet qui est rendre compte d'une ethnographie au long cours, donc de la vie quotidienne, donc de la vie familiale. Donc on va avoir pour partie des concepts théoriques, mais aussi la vie ordinaire aux États-Unis. Donc on va se retrouver face à une multiplicité de difficultés. Donc, on est dans un contexte qui est très différent quand elle commence son étude. Je vous ai dit, ça dure une dizaine d'années. On est dans un contexte post-ségrégationniste et on va voir qu'on a affaire à des politiques scolaires qui font face à cette ségrégation sociale. Alors, vous avez pudiquement dit qu'actuellement, les sciences sociales étaient en difficulté. Là, on va quand même naviguer dans les mots interdits, hein, comme on dit de nos jours sous Trump. Hein. Et on va voir lesquels sont autorisés, lesquels sont interdits, etc. C'est une recherche dont je ne suis pas sûre qu'elle pourrait actuellement avoir, disons-le très clairement, les financements qu'elle a pu avoir de la Spencer Foundation. Elle a quand même eu pendant 10 années des financements très lourds pour pouvoir financer toute l'équipe qui a travaillé avec elle. Et il faut bien quand même reconnaître que c'est un travail qui a demandé des vrais financements. D'autant que ce qu'elle veut démontrer, c'est le poids de la classe sociale. On est face à une sociologue américaine qui travaille dans un contexte où on a l'habitude de travailler sur la race, sur les effets de la race, plus que de la classe sociale. Et son parti pris, c'est d'essayer d'aller démontrer dans une visée, on va dire, bourdieusienne. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le transfert un petit peu de la sociologie française du côté américain et de la réinterprétation de Bourdieu aux États-Unis. Donc là, on avait mis à la fin comme ça. Donc elle le dit clairement, c'est la classe sociale sur laquelle elle veut travailler et elle se situe dans la littérature américaine en essayant de montrer empiriquement. Pourquoi dit-elle empiriquement? C'est que Bourdieu a largement démontré l'habitus. Ok, là-dessus, il n'y a pas tellement de questions. On a les uns et les autres l'habitude de faire tourner ce concept d'habitus. Mais à l'époque où elle travaille, on a très très peu de travaux qui démontrent empiriquement comment se fabrique l'habitus. Et c'est ça qu'elle va essayer de montrer au quotidien. Voilà, alors il y avait une petite note de bas de page dans laquelle je vais quand même revenir. Ce travail de traduction, c'est aussi une équipe au long cours, puisqu'il y a eu 3 traducteurs, 2 pour l'article Invisible Inequality, 2 Américaines qui ont travaillé, plus sur le livre qu'a mis un chercheur français qui a travaillé sur la traduction. Nous 3, avec Sylvie, qui était désolée de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, mais avec qui on a travaillé. Et puis Aimé, qui est au bout de la salle, qui a été notre relecteur de NS Éditions, plus qu'attentif, et à qui je voudrais rendre hommage, à la fois pour sa patience, sa gentillesse, tout au long de ce travail. Nous, on en était au moins à la 8e relecture. Parfois, on en avait un peu marre.
Mais lui, il trouvait toujours à redire et il avait toujours raison. Donc voilà. Donc, alors, allons-y. Inequality, inégalité. Là, il faut bien quand même bien reprendre le contexte, je dirais, contexte sociologique, contexte social, contexte politique. Parler d'inégalité aux États-Unis et parler d'inégalité en France, ça n'est pas du tout la même chose. Déjà, disons-le clairement, par exemple, si je prends un livre sur les concepts des Childhood Studies, c'est un livre anglais d'Alison James, par exemple, il n'y a pas inequality. Le terme n'apparaît même pas pour les anglo-saxons. Dans la sociologie anglo-saxonne, on parle de diversity et d'ethnicity. Parler d'inégalité, c'est se situer d'emblée dans l'universalisme républicain méritocratique français. Pour nous, c'est une sorte d'évidence. Pour les anglo-saxons, là je ne parle pas que des États-Unis, mais pour la sociologie anglo-saxonne, ça n'est pas du tout une évidence. Donc il faut bien se situer par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est, et vous l'entendez encore plus dans l'actualité en ce moment, soit on est dans un modèle d'une nation qui se construit par melting pot, je dirais, soit une nation qui se construit par l'universalisme. Ça n'est pas du tout la même chose, donc il ne faut pas sous-estimer le déplacement qu'elle effectue en choisissant de s'opposer. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a eu un tel succès, c'est que cette analyse est assez originale. Je dirais qu'elle est assez originale sur le plan aussi théorique sur les États-Unis et aussi très originale sur le plan méthodologique aussi pour les francophones. Mais passer d'un modèle à l'autre, ça n'est pas tout à fait évident. Vous pouvez le sentir dans l'usage de blanc et noir, et on y reviendra, sur la manière dont on utilise les minuscules ou les majuscules. Les débats ne sont pas les mêmes, et donc nous, on a eu là un certain nombre de difficultés. On a été prudent, il faut dire quand même les choses clairement. On a suivi ses choix à elle. Je veux dire, pour parler des noirs et des blancs, c'est-à-dire que quand moi je me mélange encore maintenant, quand il fallait mettre un grand N, on a mis comme elle voulait un grand N, quand il fallait mettre un petit B pour les blancs, etc., on a essayé de ne pas rentrer plus dans les détails et de respecter ses choix. Et en tous les cas, dans l'introduction de l'ouvrage, on a tout mis à zéro, on a mis tout en minuscule, le débat quand même devenant de plus en plus important sur le sujet. C'est plutôt chaud en ce moment. Vous pouvez avoir de gros ennuis si vous vous trompez, soit c'est quand vous utilisez le terme noir ou blanc comme adjectif ou pour désigner la race. Donc on a été prudent là-dessus. Sur les concepts, alors effectivement, on a choisi de rester, je dis après discussion aussi avec Annette, dans le domaine agricole. Elle avait choisi une métaphore agricole. On a essayé d'être fidèle à sa métaphore. Donc, accomplishment of natural growth, on a décidé de le traduire par réussite de la pousse naturelle, et concerted cultivation, mise en culture concertée. Alors, réussite de la pousse naturelle, ça nous est venu très facilement. C'était une sorte d'évidence. Ça ne posait pas vraiment de grosses difficultés, parce que l'idée de la réussite, c'était aussi ce qu'elle voulait montrer, c'est-à-dire qu'on est dans des familles qui ont des moyens matériels pas très importants, donc pour qui réussir à faire grandir un enfant, c'est déjà un vrai travail. Et le fait d'avoir suffisamment à manger, suffisamment de quoi vêtir les enfants, etc., de ne pas tomber dans la précarité, de ne pas tomber dans la drogue, etc., c'est un combat quotidien. Donc cette notion de réussite, elle est très importante pour les parents. Et je dirais que Annette Laroux fait très attention à être très, fair play. Je veux dire, à la fois, elle maintient la distance dans son ethnographie et en même temps, elle maintient la proximité et l'empathie. Et elle fait très, très attention aux termes qu'elle emploie. Donc, réussite, ici,
c'est un vrai compliment et c'est pour montrer que quelles que soient les familles de classe, je vais être bourdieusienne, enfin, quelles que soient les familles de classe sur lesquelles on travaille, elles s'occupent toutes de leurs enfants. Et elles s'en occupent beaucoup, mais pas de la même manière. Et elle fait très très attention à ne pas être négative à leur égard. Et quand on l'a invitée la dernière fois, où elle est venue, elle a présenté l'envers du décor, elle nous a justement expliqué que ça n'avait pas été si simple et que la première lecture de sa première écriture de son ouvrage, on est aux États-Unis du côté, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Oscar Lewis, La culture de la pauvreté. Elle est accusée de rentrer là-dedans. Quand elle parle de la classe ouvrière, enfin, des classes populaires et des pauvres, on lui dit, mais tu es en train de refaire la culture de la pauvreté, c'est-à-dire tu les enfermes dans un carcan dont ils ne pourraient pas sortir. Donc elle a été amenée à bien réfléchir et à bien relire. C'est ce qu'on a découvert quand on l'a invitée. On n'en avait pas, je dirais, le moindre soupçon. Moi, je ne pensais pas qu'elle avait eu autant de difficultés. Et là, j'ai mieux compris pourquoi son écriture est tellement fine et empathique. Enfin, si vous lisez le livre, elle est toujours extrêmement fair-play à l'égard de toutes les catégories sociales. Parce que, précisément, elle ne veut pas rentrer dans ce piège-là. Donc, on a réussite de la pousse naturelle. On est dans le terme agricole. Donc, c'est une plante qui pousse naturellement. Voilà. On ne va pas lui mettre de tuteur ou quoi que ce soit. Mais si déjà on arrive à faire qu'elle pousse, ben on est bien content. Tellement les difficultés, la précarité est là. Alors, accomplishment of natural growth. Là, on est toujours dans la métaphore agricole, mais c'est moins commode. C'est nettement moins commode. On ne peut pas dire qu'on était si content de ce qu'on a trouvé, mais voilà, on n'a pas trouvé mieux, disons-le honnêtement. Là, on a opposé la pousse à la mise en culture. La pousse naturelle ou la mise en culture, où là, on soigne chaque engrais qu'on va mettre, chaque environnement, c'est ce qu'elle montre. Dans ces familles de classe moyenne, on fait attention à tout. Tous les moments de l'emploi du temps, des loisirs et de la vie quotidienne sont soigneusement pensés. À la fois pour que ça ait un intérêt, on ne va pas laisser un samedi matin les enfants devant la télé comme ça. Non, il faut que l'emploi du temps soit bien ordonné et profitable. Et en même temps, il faut aussi que ça se fasse en concertation avec l'enfant. Donc on a aussi ces deux aspects-là qu'elle démontre assez bien. Il y a toujours une discussion avec les enfants sur, on va peut-être un peu beaucoup leur forcer la main, mais il faut quand même qu'ils donnent leur accord sur ce qui est en train de se passer. Ça ne va pas être sur un ordre, si vous voulez. Il va falloir convaincre l'enfant que c'est pour son bien, qu'il faut aller à la chorale, il faut aller là et pas apparaître dans son lit ou regarder tranquillement la télé. Ça, il n'en est pas question. Vas-y. Désolé. Juste sur ça aussi, parce qu'au départ, on avait aussi d'autres propositions, mais par rapport à mise en culture concertée, à un moment, on pensait à pépiniéristes zélés pour encore rester dans la métaphore. Mais le problème, c'est qu'on voyait bien le travail des parents, mais là, on perdait l'enfant. Et donc, mais vous voyez l'idée d'un pépiniériste zélé en train de faire plein de trucs avec son tuteur, mais on perdait l'enfant, donc on s'est dit comment faire, et ça nous et il y a double sens. Il n'y a pas d'équivalence sur les termes français. Alors je viens de déjeuner avec une Brésilienne qui est mariée à Alice Nogueira, qui est celle qui nous m'avait passé l'article et grâce à qui j'ai fait connaissance, on va dire, avec Annette Larot, qui elle a trouvé une autre traduction en brésilien. Alors je vais vous le donner, parce que ça fait 2 jours que je sais ça, parce qu'on a discuté par rapport à Annette Larot qui était venue, etc. Elle m'a dit, nous on a mis culture orchestrée. Et je trouve ça pas mal. J'étais un peu jalouse, je dois dire, parce que je trouve assez jolie l'idée de quelque chose d'orchestré où on essaye de mettre tous les instruments en accord. Ça aurait pu être ça, voilà. Eux, en brésilien, ils ont traduit ça comme ça. Donc vous voyez aussi, mais culture, en brésilien, ça marchait mieux qu'en français.
Donc, suivant les langues, les connotations ne sont pas les mêmes et on a à disposition d'autres manières de faire. Mais je voulais le dire parce que je trouve que ça reflète bien l'idée. Donc, voilà. Alors, ça, c'est sur les deux grands concepts. Mais ce n'est pas les seuls mots sur lesquels on a, ou les seuls concepts sur lesquels on a buté. Il y a un autre concept sur lequel on a buté, c'est reasoning. Parce que, suivant les endroits du texte, le terme avait des sens un petit peu différents. Donc, Kevin a bien expliqué tout à l'heure qu'on argumente dans les familles de classe moyenne, on argumente avec les enfants. De l'autre côté, on donne des ordres, enfin des directives. On avait aussi hésité sur le terme, est-ce qu'on va dire ordre ou directive? On a mis directive, finalement, c'était un peu moins autoritaire pour les familles populaires. Mais l'argumentation, on a parfois aussi traduit ça par négociation ou raisonnement. Vous pourrez voir je ne pense pas que vous preniez les deux, la version anglaise et la version française pour vérifier, mais de temps en temps, on a changé les termes pour s'adapter au contexte de la phrase. C'est dire que là, on a pris plusieurs termes pour donner chair à l'ensemble de l'idée qu'elle avait et être fidèle à sa démonstration. Donc ça, c'est des problèmes de terminologie. Mais on n'est pas simplement face à des problèmes de terminologie, il s'agit aussi de passer d'un ancrage théorique à l'autre suivant la langue. Alors je vais m'expliquer par exemple. Sur Child Rearing, vous pourrez voir qu'entre l'article et le livre, on l'a traduit différemment. Dans l'article, d'abord on avait mis élevage et après on est revenu à éducation. Parce que tout dépend du contexte, je dirais, dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans les childhood studies ou si vous êtes plus proche des psychologues, élevage, ça leur est familier et tout va bien quand on parle de l'éducation générale. Et puis on est toujours dans la métaphore agricole, c'est-à-dire l'élevage d'un enfant. Les sociologues, ils n'arrivent pas à l'avaler. Ça ne leur va pas du tout. Donc, on est revenu à éducation pour rester du côté de la sociologie. Bon, à l'époque, il y avait aussi ELF qui avait... Sylvie travaillait aussi dans ELF où il y a aussi le problème des sciences dures, de la biologie, etc. Donc, suivant le contexte scientifique dans lequel vous êtes, les termes ne sont pas utilisés de la même manière. Alors, autre précaution, par exemple, sur lesquelles on a été très, très vigilant, c'est « poor children ». Elle parle des enfants pauvres. Mais en français, ça n'a pas du tout la même connotation. Alors, il faut savoir que dans la sociologie anglo-saxonne, dans la sociologie de l'enfance et les childhood studies, vous avez toujours d'emblée un chapitre sur la pauvreté. Sociologue français de l'éducation, jamais. Donc, ce n'est pas les mêmes qui travaillent sur la pauvreté, la précarité, en France et aux États-Unis. Donc, on a été très prudent, puis on a fait attention aux chercheurs qui avaient déjà travaillé sur cette question-là. Donc, Corsaro, par exemple, qui est le chercheur américain qui a fait un manuel de sociologie de l'enfance, lui, il a un chapitre sur la pauvreté. Mais Vanessa Stettinger, qui a travaillé sur le concept d'enfants pauvres, par exemple, sur la pauvreté, elle montre bien qu'on a soit des chercheurs qui travaillent sur l'enfance, soit des chercheurs qui travaillent sur la pauvreté. Quant à Zaouche Gaudron, elle est, dans le livre qu'elle avait fait, elle était très, très, très virulente sur le fait de ne pas employer enfants pauvres. Elle dit que c'est les familles qui sont pauvres, ce n'est pas les enfants qui sont pauvres. Et toutes les personnes qui travaillent sur la grande pauvreté, comme Delahaye, etc., qui a fait un rapport sur la pauvreté, la grande pauvreté, sont très prudents. Donc nous, on a choisi, à la place de dire « poor children », enfants pauvres, on a toujours mis « famille pauvre » pour être correct et fair play. Et puis ça nous semblait plus cohérent avec classe populaire, classe moyenne et famille pauvre. On était toujours sur la notion de famille et on ne passait pas au niveau de l'individu et de l'enfant. Donc on trouvait qu'on avait une équivalence, si vous voulez. Donc on a traduit par famille pauvre.
Donc, et pour Annette Larraux, elle le définit très très clairement, pour elle, les familles pauvres qu'elle a voulu isoler des familles populaires, ce sont les familles qui ne sont pas sur le marché du travail et qui bénéficient des aides publiques. C'est très très clair. Donc là, on est vraiment dans la pauvreté, la précarité. Voilà. Donc c'est très clair. Et on a essayé de garder sa typologie, sa classification, sa catégorisation. Donc on a gardé classe moyenne, classe populaire, famille pauvre, en mettant le tout au pluriel. Puisqu'on n'a pas, vous avez vu, l'échantillon n'est pas gros, on a 12 familles. Donc à chaque fois, on en a 2 comme ci, 2 comme ça, etc. Donc on ne va pas aller chercher à l'intérieur plus finement. Donc on a mis au pluriel pour symboliser l'ensemble de la catégorie. Donc, ce qui veut dire ici qu'on passe d'un ancrage théorique à l'autre, on passe, on l'a dit tout à l'heure, de l'ancrage francophone à l'ancrage anglophone. Elle est très claire, elle est dans la filiation bourdieusienne, elle va utiliser la notion de capital culturel, de répertoire culturel, et là, on s'y est tenu, parce que, comme elle dit, il s'agit de discuter des différents aspects de l'habitus. Donc, on est clairement dans une optique bourdieusienne. Mais ce n'est pas toujours évident. Par exemple, on a eu des expressions où, comme « talking the talk ». Comment le traduire? Quand ils lancent des vannes entre eux. Alors là, on s'est référé plutôt à la sociolinguistique, à des travaux comme ceux de David Lepoudre sur Cœur de banlieue, sur les rites, etc. Comment est-ce qu'il avait fait pour qualifier les vannes? Donc on a repris et volontairement on s'est situé dans une perspective de sociolinguistique. Donc à chaque fois, on a aussi fait référence très volontairement à des sous-disciplines ou des disciplines entières qui ont leurs usages et qu'on a essayé de respecter, donc de se situer dans la tradition française, mais dans des traditions scientifiques qui ont déjà élaboré, et elles travaillent beaucoup sur le langage, tu l'as dit tout à l'heure à propos de Bernstein, mais aussi tout l'ensemble de la sociolinguistique qui a quand même largement précédé la sociologie sur les histoires de langage. Donc on a essayé de rester fidèle. Bon, c'est pas toujours si facile quand les sociologues jouent les anthropologues et reprennent les termes, les idiomes des gens sur lesquels ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Negro? Là, on était bien embêtés. C'est quand ils se traitent. Alors là, Negro, évidemment, c'est pas elle qui l'emploie, c'est les jeunes qui s'insultent en se traitant de Negro. Donc, on est sur le mot qui commence par N et qu'il ne faut pas prononcer. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Alors, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais que je vais reprendre. Là, moi, je rentre d'Ottawa. J'étais dans un colloque à Ottawa, mais à l'université d'Ottawa, il y a eu un grand scandale parce qu'on est en plein wokisme dans un sens, dans l'autre. Enfin bref, on est dans l'actualité. Mais une prof de littérature comparée, le lieutenant Duval, avait dans son cours parlé de l'utilisation du terme Negro. Là-dessus, elle a été dénoncée par des étudiants sur le fait qu'elle avait dit Negro en cours. Le doyen lui a enlevé son poste. Ah ouais. Donc ça a fait un grand scandale. 34 profs ont écrit une lettre pour défendre leurs collègues, etc., en disant comment, ce qu'elle voulait montrer, c'est comment est-ce qu'on parle de négritude, comment les acteurs sociaux reprennent les termes qui servent d'injure pour s'en servir, détourner, etc. Elle, c'était de toute évidence là-dessus qu'elle travaillait. Ça n'a pas été compris comme ça par ses étudiants. Ça a fait un scandale au sein de l'université, ça a fait un scandale au sein de la presse, ça a fait un scandale au sein du Parlement, etc., etc. Ce qui donne le livre que j'ai ici, Liberté malmenée, c'est quand même d'actualité, sur les libertés académiques.
où un ensemble de profs écrit et raconte chronique d'une année trouble à l'université d'Ottawa. Donc nous, on a été très prudents. Hein, et on a mis mec dans les injures qu'il s'envoie. Je ne sais pas si on a été pas spécialement fiers de ça, mais on a été prudents, voulant pas rentrer dans une polémique à cet égard. Je pense qu'on pouvait aussi le traduire autrement. Ça allait bien dans le contexte qu'on avait. C'était comme ça qu'ils se traitaient entre eux. C'était deux enfants noirs qui étaient en train de se dire ça. Ce n'était pas un blanc sur un noir, où il n'y avait pas ce côté-là. Puis il n'avait pas dit négro, c'était nigger. Il avait fait un nigger. Il avait fait... Voilà. Ouais, c'est pas mieux, mais c'est pas tout à fait la même non plus. Non. Ça faisait plus... ils étaient en train de jouer au basket. Quand ils faisaient ça, c'était sur le playground. Et ils sont en train de jouer, juste pour le contexte. Mais effectivement, c'est pas évident non plus. Voilà. D'où, parfois, de temps en temps, le jeu des notes de bas de page qu'on a été amené à rajouter pour essayer de bien situer le contexte, soit sur le contexte des politiques scolaires, les politiques d'affirmative action. Donc là, on est en plein aussi dans l'actualité, vous voyez bien. Mais là, c'était plutôt les histoires de buzzing quand on déplace les populations pour mélanger noir et blanc, pour essayer de lutter contre la ségrégation. Tout à l'heure, tu as fait référence aux équipes A en sport. Bon, le sport a beaucoup d'importance aux États-Unis. Donc, on a à chaque fois, en rajoutant des notes du traducteur, essayé de faire un petit cours de sociologie américaine pour que le lecteur puisse comprendre quel était le contexte des politiques scolaires. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je continue. Donc, vous voyez aussi, quand je raconte, je fais référence à la fois à des choses de maintenant, à des choses d'il y a 20 ans, etc. Et il faut bien penser quand même que l'éthique de la recherche et l'éthique de la traduction, ça se mélange et les débats ne sont pas les mêmes. Il y a 20 ans, on était... elle était plutôt dans la tentative de passer de la race à la classe sociale. Moi, je dirais que maintenant, on est plutôt dans la tentative de passer de la classe à la race, en français. Donc, vous voyez que les débats ne sont pas les mêmes. Et on a essayé d'être prudent et dans les notes de bas de page, d'essayer de le situer. Et puis, comme le dit Rebecca Rogers, que peut-être certains connaissent, parce que je crois qu'elle est vos conseils scientifiques, c'est une historienne franco-américaine. Elle dit race, moi je l'utilise en anglais, mais en français je ne l'écris pas, par exemple. Donc, c'est dire quand même que l'écriture scientifique a aussi ses codes et ses enjeux. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi l'illustration, et je vais finir là-dessus, sur la couverture. Alors là, c'était en coopération avec ENS Éditions. Il fallait trouver une image, voilà, pour l'édition française. Et donc, l'image qu'on a choisie ensemble, grâce à une recherche qui a été faite par ENS Éditions sur le fonds gratuit de la Bibliothèque de New York, parce qu'on n'avait pas de sous pour payer grand-chose, on a choisi une image qui signifie le statut du livre. Donc, on l'a dit tout au début, tu l'as dit, un classique. On voudrait que ça rentre dans les classiques français. Donc, quelque chose qui ne soit pas trop olé olé. Donc, une image noir et blanc qui fasse chic dans NS Éditions, mais qui en même temps montre bien la problématique sur laquelle on est, c'est-à-dire sur l'enfance au quotidien. Est-ce qu'on met des enfants noirs? Est-ce qu'on met des enfants blancs? Est-ce qu'on met des garçons? Est-ce qu'on met des filles? Dans quelle situation? Scolaire, loisirs, etc. Toutes ces questions se sont posées. Et puis finalement, on a choisi ça, qui nous semblait être le meilleur compromis entre nos différentes exigences, mais qu'on a très soigneusement choisi. Voilà, donc pour dire l'essentiel, moi j'espère, nous on espère contribuer, je dirais, à des savoirs cumulatifs, parce qu'on est quand même très lucide sur le fait qu'on traduit 20 ans après. C'est une honte, c'est à la fois formidable, mais c'est quand même pas brillant, il faut quand même bien le dire. On a un petit retard quand même sur la recherche américaine, et en espérant qu'on va contribuer à la cumulativité de la science, ne pas recommencer éternellement les mêmes choses. Là, on a un exemple magnifique d'ethnographie et qui permet de comprendre la socialisation et la construction des inégalités.
et puis aussi de permettre une science en conversation. C'est-à-dire, il faut bien dire quand même, ça se pose encore plus en ce moment, mais qu'on traduit parfois les Américains nous traduisent assez peu, mais que quand même, c'est important d'avoir un dialogue dans les sciences sociales entre toutes les disciplines et entre toutes les traditions linguistiques. Alors, pour donner de l'écho à cette sortie, nous avions invité Annette Larot à venir présenter. J'ai raconté un petit peu ce qu'elle nous avait raconté ce jour-là, parce que ça nous avait pas mal épaté, et elle avait eu la gentillesse de donner un petit peu l'envers du décor sur la manière dont s'était construite cette recherche. Alors, si ça vous amuse, si ça vous intéresse, on a rajouté les liens sur les captations, parce que cette journée a été captée, vous pourrez la voir elle-même, raconter tout ce que je suis en train de dire, et nous sommes en train de préparer une édition de cette journée qui paraîtra dans la revue Éducation et Société, où on a repris l'interview d'Annette Larot et les commentaires des uns et des autres à ce propos, dont ton texte. Car moi, j'ai connu comme ça Annette Larot, mais mes deux jeunes camarades, eux, ont été en stage chez elle et la connaissent pour de vrai, comme ça, et ont eu le bonheur et le plaisir de travailler avec elle. Voilà. Voilà. Ça va être à toi, je pense. Je donne le... Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Du coup, maintenant, on va peut-être laisser place à la discussion donc, qui va être menée par Émilie Griset. Voilà, merci. Je vais faire ce que je peux. Ok, alors je me mets un chrono. Ok, bon bah d'abord merci beaucoup à tous les trois pour l'invitation. Merci aussi à Chloé pour l'organisation. Enfin, je suis très contente d'être là et de discuter à nouveau d'Enfance inégale aux côtés de Régine et Kevin. Et on pense à Sylvie. Et du coup, donc, pour vous dire, je suis doctorante au CRIS et à l'INED. Je suis à terre cette année à l'UVSQ. Et donc, ma thèse, ça porte sur la socialisation morale des enfants dans les écoles primaires catholiques en France. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi j'ai pu utiliser le travail d'Annette dans ma thèse. Alors, du coup, j'ai organisé ma présentation en 3 temps qui correspondent aux 3 temps de ma présentation en octobre dernier. J'ai fait du recyclage parce que je suis dans la phase de rédaction de ma thèse. Donc, c'est vrai que c'était plus simple de repartir de quelque chose sur lequel j'avais déjà réfléchi. Donc, les 3 temps, c'est un petit peu raconter comment j'ai découvert cet ouvrage et comment ça m'a été utile au fil de mes études. Ça a commencé en master. Après, la deuxième partie, c'est de parler des concepts que j'ai réutilisés dans ma recherche. Et la troisième, qui je pense sera peut-être un temps plus court, sur comment c'est reçu, comment c'est discuté aujourd'hui le travail d'Annette en France et comment, moi, ce que j'ai pu utiliser, ça a été reçu. Du coup, pour vous raconter, moi, j'ai découvert cet ouvrage quand j'étais en Master 1 de sociologie à Sciences Po. Et je voulais travailler pour mon mémoire sur les sociabilités entre pairs à l'école primaire. Et je m'intéressais aussi au cadre que les adultes ils imposaient aux enfants. Agnès Van Zanten, elle m'avait dit « Ah, mais tu devrais lire ce livre d'Annette Larot, ça te sera extrêmement utile pour réfléchir à la façon dont les enfants occupent leur temps et aux liens qu'ils entretiennent avec les adultes en position d'autorité. » Voilà. Et donc, je ne reviens pas dessus, mais c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Dès le début, j'étais très impressionnée par la méthodologie, le fait d'aller faire des ethnographies, des observations dans les familles, de regarder les détails des comptes rendus, les différences frappantes entre les familles selon la classe sociale, et puis les avantages des parents, des enfants des classes moyennes et supérieures dans les contextes institutionnels. Et donc du coup, je n'ai pas arrêté de revenir à ce livre pendant toute la suite de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc d'abord, pendant mon mémoire, qui portait en fait, c'était une ethnographie d'une école primaire catholique parisienne très privilégiée. Et donc, dans ce cadre-là, c'était intéressant de se questionner sur le sentiment de légitimité que je retrouvais, avec quand même des nuances que là, j'essaie d'explorer aussi dans ma thèse, qui était que les enfants ils vivaient aussi des formes d'humiliation scolaire sans que leurs parents interviennent particulièrement,
et qui devait faire preuve d'un certain respect à l'égard des adultes. Donc à la fois, c'était possible de réutiliser le concept d'Annette et puis en même temps de l'amender, en tout cas de nuancer sur ce terrain français. Voilà. Pendant mon mémoire, il y a autre chose que je suis retournée voir, c'était les différentes dimensions de la mise en culture concertée. Ce que je trouvais intéressant, c'est que les parents que j'ai rencontrés, qui étaient donc pour moitié, il y avait un parent sur deux qui était cadre du privé dans cette école. Et en fait, ils géraient leur enfant comme on gère un projet. Donc c'est ce que disait Kevin tout à l'heure. En fait, ça correspondait complètement à ce que racontait Annette dans son ouvrage à propos des parents des classes moyennes et supérieures. Et donc du coup, ils avaient des expressions. En fait, ils importaient à domicile une logique qui était issue du monde de l'entreprise. Donc, par exemple, ils parlaient de la plus-value d'une activité, de la valeur ajoutée d'un grand-parent, du management des enfants, de leurs investissements éducatifs. Donc c'est des mots qui ressortaient dans les entretiens. Et en fait, ça résonnait avec les propos d'Annette qui s'appuie sur les travaux de Melvin Cohn et qui montre comment l'expérience du travail, ça influe sur la façon dont les parents conçoivent et mettent en œuvre, comment ils mettent en œuvre leur modèle éducatif, leurs pratiques éducatives. Voilà. Et puis, c'était intéressant de voir que ces parents-là, ils élevaient leur enfant en pensant déjà à l'adulte qu'il sera, en réfléchissant du coup en termes de placement scolaire et social. Et c'est aussi quelque chose dont Annette parlait dans son livre, parce qu'elle disait, donc je la cite, « Les enfants des classes moyennes sont souvent considérés comme un projet en cours de développement », donc ce dont Kevin parlait tout à l'heure. Et donc, par exemple, ses parents, ils parlaient des compétences scolaires, mais aussi et peut-être surtout des soft skills, donc des compétences non scolaires, mais particulièrement rentables dans le marché du travail, qu'ils souhaitaient voir se développer chez leurs enfants. Voilà, donc encore en master, mais là cette fois-ci en master 2, donc j'avais commencé mon enquête et je suis retournée voir l'annexe méthodologique et je n'avais pas réalisé à quel point elle était riche. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée à savoir comment mener à bien le terrain, donc à la fois entrer sur le terrain, s'y maintenir et en sortir. Donc il y a plusieurs choses que je trouvais intéressantes. Déjà, Annette, elle parle dans son livre du fait qu'elle demandait aux gens de les traiter, elle et ses assistants de recherche, comme les chiens de la famille. Donc bon, moi j'essayais de faire quelque chose d'à peu près similaire et du coup on m'appelait, il y a une enseignante qui m'appelait la petite souris de la classe que j'essayais de mettre au fond, d'être discrète. Il y avait cette idée en tout cas d'essayer de tout en étant discrète et de ne pas perturber les interactions, mais de pouvoir assister aux jeux entre enfants, aux interactions avec les adultes, et puis de voir du coup qu'est-ce que c'est les marges d'autonomie des enfants dans les espaces qui leur restent malgré donc ce fort encadrement parental mais aussi scolaire. Voilà. Après, il y a une partie que j'ai supprimée au milieu, mais sur le maintien, je trouve que, et d'autant plus dans les écoles catholiques, Annette, elle raconte comment elle amène des gâteaux, comment elle envoie des cartes et tout ça. Et c'est vrai que dans le maintien sur le terrain, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement utile d'avoir toutes ces formes de petites attentions, d'envoyer une carte chaque Noël, ce que je fais tous les ans. Et je pense que dans un contexte, en tout cas celui que j'étudie, où il y a une importance des bonnes manières, de la politesse, de la convenance. Enfin, du coup, c'est des choses qui, je pense, m'ont permis de rester sur le terrain et de ne pas avoir de fermeture en fait, du terrain. Et aussi, ce que je trouvais hyper intéressant quand j'étais en Master 2 dans cette annexe méthodologique, c'était la façon dont elle prenait des notes et comment elle racontait la prise de notes. Et en fait, elle fait des descriptions qui sont très riches, très détaillées. Et du coup, on peut voir l'intérieur des foyers, on peut voir les expressions du visage des personnes, on peut voir les mouvements des enquêtés. Et du coup, ça donnait un petit peu des indications sur la précision qu'il fallait dans la prise de notes dans le journal de terrain. Et après, Annette, elle a publié, je crois que c'est en 2021, Listening to People, qui est en fait un ouvrage donc non traduit, mais de méthodologie, qui en fait explicite tout ça. Mais avant que ça ne le soit, il y avait déjà donc, des indications dans ce premier livre. Et je trouvais qu'une des choses qui est particulièrement intéressante avec Annette, je ne sais pas à quel point c'est souligné, mais elle s'intéresse beaucoup aux émotions, et notamment aussi dans les entretiens, de quelles émotions les gens laissent percevoir. Et je trouvais que c'était aussi quelque chose qui était original dans son travail. Voilà. Bon, et puis la fin de ce cheminement là sur comment ce livre, comment il m'a accompagnée pendant toutes ces années, c'est aussi là en octobre, je l'ai relu en septembre quand on l'a reçu pour préparer la journée d'octobre où donc Annette est venue. Et il y a une chose qui m'a marquée que j'avais pas réalisé à quel point c'était important et je trouvais que c'était intéressant pour mon travail de thèse, c'est qu'en fait on remarque l'importance des activités religieuses. Et moi, je n'avais pas noté à quel point c'était le cas et vraiment la place dans à la fois l'emploi du temps, mais aussi dans l'univers symbolique des enfants. Et donc sur les 12 enfants enquêtés, en fait, il n'y en a que 3
qui n'ont aucune activité religieuse organisée. Et je trouvais qu'un des exemples frappants, c'était celui d'une petite fille qui s'appelle Mélanie, donc qui est une fille blanche des classes moyennes, et elle fait donc un service religieux matinal tous les dimanches, l'école du dimanche, la répétition de la chorale des jeunes. Elle fait aussi le jeudi les Girl Scouts. Et en plus de ça, il y a des événements spéciaux. Donc elle va faire les cookies pour les sans-abri, des répétitions du spectacle de Noël avec les Girl Scouts. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est que ces activités, donc elles sont déjà visiblement très importantes dans le quotidien. Et aussi, elles sont peut-être un peu moins marquées socialement, puisqu'on les retrouvait aussi chez les enfants des familles pauvres et des classes populaires. Et donc Annette, elle s'intéresse un petit peu au contexte racial. Elle note que du coup, c'est plutôt des activités dans des contextes non mixtes. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait travailler plus sur comment ces activités, elles forment et elles transforment les enfants. Parce qu'en fait, on sait peu de choses sur les dispositions que les enfants incorporent, acquièrent dans ces espaces-là. Et du coup, je trouvais à cette relecture que c'était hyper important, intéressant de creuser cette partie-là, et d'autant plus qu'en France, il me semble que quand on travaille sur les activités extrascolaires enfantines, on s'intéresse aux activités culturelles, aux activités sportives, et peut-être quand même un peu moins aux activités religieuses, en fait. Voilà. Bon, et donc la fin de ce parcours, c'était aussi de rencontrer Annette, donc il y a 1 an, en octobre 2023. Donc comme Kevin, je suis allée à Philadelphie, et une des choses que je n'avais pas mentionnées en octobre, mais je me dis c'est intéressant, c'est que du coup, moi, avec elle, j'ai réfléchi à comment prolonger son travail. Donc moi, ça porte beaucoup plus sur l'institution scolaire, en fait. Enfin, voilà, c'est là que j'ai réalisé mes observations. Mais elle était d'accord avec moi sur un point pour dire que, en fait, du coup, moi, juste, ça émerge dans mon terrain que la question de la religion, de la question de la morale, c'est des questions importantes parce qu'elles sont importantes pour les acteurs. Elle est d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, c'est une des critiques qu'on peut adresser à son travail, c'est de peut-être pas suffisamment explorer les conceptions de l'enfance et les pratiques éducatives qui découlent du fait d'une appartenance religieuse et d'une certaine conception morale de l'ordre social. Voilà, du coup, bon, ce serait une piste. Voilà, je reviendrai dessus un petit peu dans ma deuxième partie, du coup, qui est plus sur le travail sur les concepts. Donc, il y a 3 concepts, moi, que j'ai trouvé utiles dans ma recherche, que je vais vous faire un à un. Donc d'abord le sense of entitlement, donc sentiment de légitimité. Après les répertoires culturels mobilisés. Et puis le 3e, c'est sur les mères anges gardiens, qui je trouve qu'il y a une partie peut-être qu'on cite moins, mais sur l'interventionnisme des mères pour aider obtenir des avantages pour leurs enfants dans les classes moyennes. Je trouve que ça marche bien dans le contexte français aussi. Bon, du coup, le premier point, c'est sur le sentiment de légitimité. Donc moi, je trouvais que c'était un concept hyper intéressant. Donc Annette, elle décrit comment les enfants, ils apprennent à regarder un adulte dans les yeux, à lui serrer la main, à lui poser des questions et à s'adresser à eux sur un pied d'égalité relative, et que ça leur procure des avantages importants dans les contextes institutionnels. Donc ils se sentent à l'aise, autorisés à poursuivre leurs préférences, à s'affirmer dans les interactions et à faire jouer les règles en leur faveur. Et en fait, Annette, elle montre que c'est dans les classes moyennes, et donc moyenne et supérieure, enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, où on pratique l'argumentation et la négociation, qu'on peut apprendre et que ça favorise ce sentiment de légitimité. C'est là qu'il peut se créer. Et moi, j'ai trouvé effectivement de façon concordante que la plupart des parents que j'ai rencontrés dans les écoles catholiques favorisées, elles utilisaient ce mécanisme de contrôle social, donc plutôt la négociation et l'argumentation que de l'ordre et de la directivité, en donnant par exemple l'occasion à leurs enfants de discuter d'égal à égal pour choisir le collège, enfin dans certaines situations de les mettre, de créer des contrats avec eux, de leur donner le choix sur certaines choses. Mais je trouvais que le sentiment de légitimité, il venait peut-être pas que de ces interactions parents-enfants où on laisse de la place à l'enfant pour s'exprimer, on lui fait sentir que ce qu'il dit est important, qu'on écoute ses besoins et tout ça. Je trouvais qu'il y avait d'autres choses qui avaient l'air de favoriser le sentiment de légitimité. Une chose déjà, c'est que les enfants étaient extrêmement conscients des professions prestigieuses occupées par leurs parents. Et par exemple, parfois, j'étais assise dans la cour de récré et j'avais rien demandé. Il y a des enfants qui venaient me voir en me disant « tu sais quoi, moi, mon père, il est PDG de telle entreprise du CAC 40. » Enfin, vraiment, et donc déjà, ils avaient envie de me le montrer et ils avaient l'air d'en tirer une certaine fierté et un sentiment de leur propre importance. Et du coup, ça faisait qu'ils pouvaient se sentir spéciaux et légitimes pour s'adresser aux adultes comme à des égaux, pour demander des services. Et une autre chose qui m'a frappée, c'est le fait que,
en fait, ils traitaient différemment les adultes selon leur statut. Et par exemple, ils pouvaient avoir une haute estime de leurs enseignants, mais faire preuve d'un manque de considération à l'égard du personnel de surveillance ou de la cantine scolaire. Et du coup, ils avaient visiblement intériorisé une certaine notion de leur position sociale et aussi une perception de la hiérarchie sociale et de se sentir déjà visiblement au sommet. Alors moi, j'avais hésité, je ne sais plus si j'ai fait au final d'appeler un de mes chapitres des petits qui se croient déjà grands. Enfin voilà, quelque chose, d'avoir une certaine vision du monde et de leur place dans ce monde. Et je trouvais qu'il y avait une autre chose qui peut-être participait du sentiment de légitimité, c'était aussi la moralisation dont ils font l'objet à l'école catholique. Et parce que donc on leur dit que parce qu'ils ont une position sociale élevée, ils ont une responsabilité à l'égard des plus faibles et notamment à l'égard des pauvres, ce qui est aussi en fait qui est issu des préceptes bibliques, quoi. Et du coup, ça inculque un certain sens du devoir qui s'accompagne d'une certaine assurance concernant sa place sociale ainsi que sa légitimité morale. Voilà. Et une troisième chose, il me semble, qui peut-être pouvait favoriser le sentiment de légitimité en dehors de la famille, c'était en fait le fait d'être scolarisé dans une école privée. Et je trouvais qu'on pouvait faire le lien avec le travail d'Annette, parce que dans le chapitre de Gareth Tallinger, elle raconte que Gareth, il ressent un sentiment de privation relative du fait d'avoir dû quitter l'école privée dans laquelle il était scolarisé, parce qu'en fait, les parents n'ont pas assez d'argent pour payer aussi pour sa fratrie. Donc du coup, il doit quitter, mais ses amis du foot, ils y vont encore. Et du coup, moi, je trouvais que de l'autre côté, les enfants qui étaient scolarisés dans l'école privée catholique dans laquelle j'enquêtais, ils se sentaient spéciaux du fait d'être scolarisés dans le privé, et d'autant plus que l'école, elle accueillait des familles particulièrement privilégiées. Et du coup, ils se sentaient différents des élèves du public, et ils avaient des discours à ce propos. Donc, ils se percevaient comme plus polis, plus gentils, meilleurs scolairement, mieux disciplinés, et avaient peut-être la sensation, en tout cas pour certains d'entre eux, de mériter plus d'attention de la part des adultes que d'autres enfants. Du coup, il semblait, sans aller, ça fait écho aussi au travail de Margaret Hagerman qui parle de ça dans un autre contexte, mais sur comment les contextes de scolarisation peuvent avoir des conséquences subjectives en fait, sur la perception que les enfants ont d'eux-mêmes. Mais du coup, il semblait que être scolarisé dans une école privée, ça n'a pas seulement des implications matérielles, mais aussi subjectives, ou on pourrait dire idéologiques. Voilà, sur le sentiment qu'on a de soi et de ce qui nous est dû. Bon. Et ce que j'ai un tout petit peu dit dans la première partie, c'est que je trouvais donc que ce concept de sense of entitlement, ça marchait hyper bien et que ça permettait de lire le terrain d'une certaine façon, mais que dans l'école catholique que j'enquêtais, et ça a été le cas aussi en thèse, je me suis rendue dans 3 autres écoles qui sont dans des contextes sociaux et territoriaux contrastés, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu en décalage, et notamment que dans les écoles catholiques, on ne peut pas non plus se montrer trop entitled. Et on doit aussi faire preuve d'humilité et de déférence à l'égard des adultes. Et c'est un thème que j'ai retrouvé dans les différentes écoles. Et donc, il semblerait que les écoles catholiques, elles ne valorisent pas, en tout cas pas en tout point, le modèle de mise en culture concertée, dès lors que ça implique une mise en cause trop forte de l'autorité adulte. Donc aujourd'hui, ça sonne un peu différemment parce qu'entre octobre et aujourd'hui, il y a eu l'affaire Betaram. Donc voilà, je pense que par ailleurs, c'est d'actualité. Mais moi, ce qui m'a semblé, ce que j'ai pu observer, c'est que le sentiment de contrainte, il est perçu comme sain et approprié, et que le sentiment de légitimité trop fort qui implique de s'adresser aux adultes en imposant ses vues, c'est réprouvé, c'est considéré comme irrespectueux. Du coup, j'ai l'impression que peut-être ça montre quelque chose sur quelle est la conception de l'enfant et de la bonne éducation, qui par ailleurs varie selon les écoles catholiques, mais en tout cas il y avait des choses qui me semblaient communes et se distinguaient peut-être d'autres contextes de scolarisation. Et autre chose que je trouvais intéressant, qui est en décalage avec la mise en culture concertée, c'est que l'accent, il est aussi mis sur la mise en conformité des enfants et l'appartenance au groupe, peut-être plus qu'au développement et l'affirmation de leur individualité, ce qui serait en fait le propre de la mise en culture concertée. Voilà. Et à nouveau, je pense qu'on peut quand même lier ça, c'est ce que j'essaie de faire dans ma thèse, en fait, quels sont les préceptes bibliques, qu'est-ce que c'est l'héritage, la tradition chrétienne d'éducation et comment elle vit encore dans les écoles et comment ça modèle les pratiques éducatives. Bon, voilà. Et donc du coup, je trouvais que le fait d'insister sur l'obéissance des enfants et le fait qu'il soit possible de mettre en place une autorité directive, ça dénotait à la fois avec le travail d'Annette, mais aussi avec, par exemple, les travaux de Cohn et de Bernstein qu'on a déjà cités, qui insistent sur le respect des contraintes extérieures,
pour les classes populaires, tandis que dans les classes supérieures, on valoriserait plutôt l'autocontrôle, la self-direction. Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça dénote un peu. Et Annette, elle avait 2 doctorants, donc, enfin, parmi d'autres, mais entre autres. Donc Jessica Calarco d'un côté et Peter Harvey de l'autre. Et donc Jessica Calarco, ce qu'elle montre, c'est que le sentiment de légitimité que les enfants acquièrent dans leur famille, en fait, il se rejoue à l'école, et c'est des enfants qui vont se sentir légitimes pour lever la main, pour demander des accommodements aux adultes, de l'aide et tout ça. Tandis que Peter Harvey, il montre que dans l'école favorisée Ulinquette, on apprend aux enfants à se sentir spéciaux, uniques, enfin voilà, de la même façon à un peu modeler le contexte éducatif en leur faveur. Et il me semble que ce n'est pas exactement la même, que les enfants ne peuvent pas se permettre de faire ça de la même façon dans les écoles catholiques. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu 2 choses. À la fois que c'est un contexte de scolarisation spécifique avec une culture éducative qui lui est propre. Je pense aussi qu'il y a des choses qui sont liées au contexte français. C'est ce que je disais un peu en octobre, c'est que je pense aussi qu'en France, il y a un rapport au savoir qui est différent. Et par exemple, il y a des travaux qui montrent que l'humiliation scolaire est prégnante parce que les élites doivent faire preuve du fait qu'elles méritent leur place. Il y a une forme de suspicion à leur égard. Et du coup, bien qu'elles maîtrisent les règles du jeu, le jeu avec les règles, en fait, il faut quand même se conformer à l'ordre scolaire pour accéder aux institutions d'élite. Et du coup, peut-être que dans ce contexte, par rapport aux États-Unis, les élèves français sont moins marqués par un sentiment de légitimité face à l'institution scolaire. Voilà. 2e point, donc sentiment de légitimité. Autre chose dans les concepts qui m'a été très utile, c'est donc de réfléchir aux logiques culturelles d'éducation. Et donc, bon, ça m'a été globalement hyper utile, mais je trouvais qu'il y avait, pareil, des choses qui ne collaient pas. Et c'est un peu la même question, en fait, du rapport entre les adultes et les enfants, et qu'est-ce qu'on estime qu'il y a un juste rapport. Donc j'ai bien retrouvé que les parents, ils inscrivaient les enfants à une multitude d'activités extrascolaires, parfois ils en avaient jusqu'à 7 par semaine, ils intervenaient dans leur scolarité lorsqu'ils l'estimaient nécessaire, et d'ailleurs, ils avaient choisi l'école privée. Bon, mais parfois, les familles des classes supérieures, elles n'éduquaient pas leurs enfants comme Annette parle dans son livre. Donc, notamment concernant le rapport aux adultes, l'utilisation du langage, le rapport au temps libre et le rapport à la famille proche et élargie. Bon, donc s'il y avait des parents qui utilisaient l'argumentation et le raisonnement, la négociation comme principal mécanisme de contrôle social, d'autres parents usaient de directives, d'injonctions, souvent de punitions pour se faire obéir. Et ils pouvaient émettre des consignes sans avoir à se justifier, en disant juste « je suis ta mère, donc tu fais ça ». Et donc, c'est des parents que j'ai appelés les traditionnels. Donc, c'était des parents qui avaient des propriétés sociales spécifiques. C'était des parents anciennement ancrés dans les classes supérieures et catholiques pratiquants. Et du coup, je trouvais que, étonnamment, leur pratique éducative, ça se rapprochait de ce que Annette décrivait dans la logique de la réussite de la pousse naturelle. Par exemple, ce qui du coup était étonnant vu leur appartenance de classe. Donc, par exemple, comme la mère de Tyrek Taylor, et contrairement aux parents Marshall, qui eux sont des classes moyennes, qui ne s'inquiètent pas de la potentielle impolitesse de leur fille lors d'un anniversaire où elles disent pas au revoir, eux, ces parents-là que j'ai rencontrés, ils accordaient une haute importance au respect des adultes, auxquels les enfants devaient montrer des marques de déférence et de respect. Et donc, ils insistaient beaucoup sur la politesse et sur une politesse distinctive. Donc, par exemple, on ne dit pas juste bonjour, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, comme dans la famille Taylor. Voilà. Et ils croient aussi, dans leur conception de l'enfant, c'est que ça doit être un temps protégé, séparé du monde adulte, celui du jeu et de l'innocence. Voilà. Après, sur le temps libre, donc si l'enfance est un monde séparé du monde adulte, et quand bien même ils inscrivaient leurs enfants à des activités extrascolaires, ils leur laissaient aussi beaucoup de temps pour jouer entre eux. Donc bien sûr pas à regarder la télé ou à jouer à des jeux vidéo, à des jeux considérés comme traditionnels, mais enfin ça occupait une part non négligeable de leur temps, ces jeux entre pairs. Donc c'était pas un temps structuré comme on peut le sentir quand on lit Annette pour les classes moyennes et supérieures aux États-Unis. Et par ailleurs, en écoutant Kevin, je me suis dit autre chose. Je me suis dit, contrairement aux parents états-uniens qui veulent maximiser le temps de l'enfant, ces parents-là, ils valorisaient l'ennui. Le fait qu'il faut être capable d'avoir du temps mort, de ne rien faire, qui est une posture beaucoup plus contemplative que de rentabilisation du temps. Voilà. Concernant les rapports à la famille, donc, en fait, ces familles-là, elles ne valorisaient pas le développement individuel de chaque enfant au détriment des temps familiaux et des besoins collectifs, comme ça peut être le cas pour la famille Tallinger, par exemple.
dans les familles traditionnelles que moi j'ai rencontrées, il y a une place importante qui est accordée à ce qu'ils appellent le sens de la famille, c'est-à-dire le fait de passer du temps ensemble, de construire des liens solides entre frères et sœurs. Donc, par exemple, Annette a décrit très bien comment les frères et sœurs dans les fratries des classes moyennes états-uniennes ont des rapports extrêmement compétitifs et hostiles. Et là, c'est pas ce que je trouvais sur le terrain. Et il y a aussi des liens très forts avec la famille élargie. Donc, notamment les grands-parents qui ont une place très importante dans l'éducation des enfants, mais aussi les cousins, les cousinades, les oncles et tantes, ce type de pratique. Voilà. Et donc, du coup, je trouvais que ces familles, elles s'ancraient dans une forme hybride de répertoire culturel qui n'était ni exactement la mise en culture concertée, ni la réussite de la pousse naturelle. Et je trouvais que c'était un peu le signe que peut-être que ce modèle qui est binaire s'appliquait, était que partiellement transposable dans le contexte français et qu'il fallait sûrement l'amender. Et du coup, ça m'a mis sur une nouvelle piste de me dire, en fait, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser à d'autres répertoires culturels, et notamment en lien avec la religion, et de s'intéresser au répertoire culturel de l'ancienne bourgeoisie catholique. Que d'ailleurs, Michèle Lamont, dans son ouvrage de 95 qui s'appelle La morale et l'argent, il y a un répertoire. C'est une sociologue donc québécoise, mais qui a fait des enquêtes comparatives France-États-Unis. Elle dit, voilà, il y a un répertoire culturel qui est propre à cet espace du social. Donc je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant dans le fait que ça ne colle pas, c'est qu'on peut s'intéresser à l'influence de la religion sur les styles éducatifs parentaux et à des sous-cultures au sein des classes sociales. Et voilà, regardez les fractions de classe par ailleurs. Et là, du coup, en thèse, donc je vous ai dit, en gros, j'ai 2 écoles très favorisées, 2 écoles mixtes populaires. Et du coup, il me semble aussi qu'il y a des différences, si on prend les classes moyennes ou les classes populaires, entre des parents athées, des parents musulmans, des parents catholiques, et qui se distinguent de leurs homologues de classe. Ils font pas exactement la même chose, parce qu'ils ont des conceptions de la bonne éducation qui découlent, entre autres choses, de leur religiosité. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas dit en octobre parce qu'on n'avait pas le temps, et ça a été d'ailleurs un sujet de débat avec Annette et Elliot, cette question des fractions de classe. Mais il me semble qu'effectivement, autre chose qui fait que le modèle d'Annette en France, il est discutable, amendable, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, je pense qu'on a une tradition bourdieusienne de réfléchir non seulement aux classes, mais aussi aux fractions et en fait à la... non seulement au volume, mais à la structure du capital, qui fait que c'est difficile d'imaginer que quand on est du côté culturel ou économique des classes supérieures, on fait exactement la même chose en termes de pratiques éducatives. Et il y a tout un tas de travaux qui montrent que peut-être qu'on ne fait pas exactement la même chose. Donc on peut se dire, c'est peut-être les différences entre gens du public et gens du privé dont parle de Cinguy et Tello. Mais bon, en fait, Agnès Van Zanten, elle en parle en 2009 dans son ouvrage. Elle dit d'un côté, il y aurait les intellectuels, de l'autre, les technocrates. Enfance de classe, en 2019, dit la même chose, avec des termes différents, mais qu'il y aurait des différences entre ces 2 pôles-là au sein des classes supérieures. Je pense que au sein des classes moyennes, Agnès Van Zanten en parle aussi, et peut-être qu'il faudrait réfléchir plus longuement pour chacun de ces types, mais en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas un seul modèle de mise en culture concertée ou de naturelle grosse, mais différentes déclinaisons selon où on se situe dans l'espace social. Et une dernière petite remarque que je n'avais pas faite, pareil, mais ce découpage entre classe moyenne, classe populaire et pauvre est inhabituel en France. C'est vrai que... et en fait, ça ne permet pas de saisir les différences substantielles qu'il y a au sein de ce qu'elle appelle les classes moyennes, où en fait, nous, on appellerait, j'imagine, les classes moyennes et supérieures. D'ailleurs, quand j'ai fait lire le chapitre de Gareth Tallinger à mes étudiants à l'UVSQ, ils m'ont dit, mais ils gagnent tout ça par mois, et c'est des classes moyennes. Je fais, oui, effectivement, c'est... voilà, je pense qu'il y a une question de découpage qu'on a besoin de réfléchir. Bon, c'est la dernière chose que je voulais dire sur les répertoires culturels et sur comment on peut s'approprier le modèle d'Annette dans un autre contexte, en fait, où on pense différemment. Voilà. Et puis le 3e point, c'était sur les mères anges gardiens. Moi, j'aime bien cette idée-là aussi. Donc, en fait, elle regarde la façon dont les mères, elles interviennent dans la vie institutionnelle de leurs enfants. Et elle note que ces mères, elles estiment qu'elles ont le droit, mais aussi le devoir d'intervenir sur ce qui se passe, notamment en classe. Et donc, je trouve qu'il y a un exemple qui est intéressant, celui de la mère de Stacy, qui essaie de négocier, et qui arrive d'ailleurs à négocier pour que sa fille, elle intègre un programme sélectif à l'école, ou le cours de gymnastique qu'elle estime le plus adapté en dehors.
Et on voit aussi comment les mères, elles échangent des informations et comment les conversations, elles aident à élaborer des stratégies pour interagir avec les enseignants. Donc comme là, c'était l'exemple de la mère de Mélanie. Et Annette, elle note que les enfants, ils apprennent à attendre cette individualisation. Et je trouvais, donc moi j'ai l'impression d'avoir retrouvé ces tendances sur le terrain, à la fois dans les écoles catholiques où j'ai enquêté, mais aussi, enfin oui, déjà pour dire ça, parce que les parents ils sont dans une position de clients, et du coup ils payent pour un service dont ils peuvent réclamer des choses en fait, et notamment une certaine personnalisation de l'expérience scolaire de leurs enfants. Ce qui peut être difficile à gérer pour les enseignants. Et j'ai passé donc un an dans une école, ensuite un an dans 3 écoles. Et effectivement, il y a un grand nombre de discussions informelles entre enseignants qui portent sur comment faire pour les cas d'ingérence, de parents qui veulent contrôler l'école, de parents qui interviennent de façon, ce qu'ils estiment trop importante. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant aussi dans le contexte des écoles catholiques de voir que les enfants, ils voient bien que leurs parents paient pour leur éducation et donc ils sont en droit d'attendre certains types de services. Je pense, quand j'étais dans l'école parisienne, je me rappelle à un moment, donc un enfant qui se lève pour aller chercher son compas et un autre qui était assis qui lui dit « Ah, mais t'es trop nul, pourquoi t'es là ?» Et sans attendre sa réponse, il dit « Ah ben si, parce que tes parents payent. » Enfin, du coup, voilà, je pense qu'ils savent, en tout cas en CM2, qu'il y a un échange marchand quelque part là. Bon. Ouais. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que en fait, dans la 2e édition, il y a la partie sur 10 ans plus tard, et on voit que cette intervention, notamment des mères, elle se joue également à l'âge adulte, au-delà de l'enfance. Et elle souligne notamment le poids des informations informelles qu'elles échangent. Et je trouvais que ça marchait bien dans une autre recherche que je fais, qui est une recherche collective avec Maximilien Serrault et Agnès Vanzanten. On travaille sur le parrainage familial dans les classes préparatoires. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que en amont de la classe prépa, donc au moment du choix de la prépa, mais aussi pendant la prépa et dans la suite après, ces mères, elles mobilisent leur capital culturel, économique et social pour accompagner au mieux les enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire payer des conseils d'orientation, se rendre aux portes ouvertes, relire les lettres de motivation sur Parcoursup, proposer la location d'un appartement, une prépa privée avec internat, toutes ces choses-là. Bon. Et autre chose qui résonnait dans ces derniers... Oui, enfin, peut-être que ça vous parle... Bon, bref, je ne vais pas aventurer sur ce terrain, mais OK. Autre chose qui a résonné dans les derniers chapitres, c'est que, et je trouvais que ça c'était intéressant aussi, c'est que Annette, elle montre que les enfants des classes populaires, ils sont plus enfantins que leurs homologues des classes moyennes. Et par exemple, qu'ils ne se laissent pas du tout impressionner par une soirée pizza ou une fête d'école, ils sont un peu blasés, ils trouvent ça un peu nul. Et Annette, elle montre que le rapport, il s'inverse ensuite et qu'à l'âge adulte, en fait, les jeunes des classes populaires, ils se montrent beaucoup plus autonomes et adultes que ceux des classes moyennes, pour qui les parents interviennent encore dans la vie institutionnelle et qui sont au fond encore traités comme des enfants. Et je trouvais que ça marchait bien donc, dans le cadre de l'enquête sur les classes prépa, au risque de froisser quelques-uns, mais que les élèves étaient encore dépendants de leurs parents sur le plan économique, mais aussi émotionnel et domestique. Et que les parents gèrent les tâches administratives, paient tous les frais, remontent le moral des élèves quand ils ont une mauvaise note, leur préparent de bons petits plats. Enfin voilà, il y a tout ce type d'aide qui est par ailleurs extrêmement varié. Hein. Bon, et je vais dire une dernière chose, c'est que par rapport à cette question des mères qui interviennent, ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants des classes moyennes et supérieures, Annette le montre, ils sont quand même convaincus d'avoir travaillé dur et de devoir leur place à leur travail et à leur talent. Et elle montre qu'en fait, ils ne voient pas ce que leurs parents ont fait pour eux et les avantages que ça a pu leur procurer. Et nous, on retrouve ce résultat dans les classes prépa où, en fait, tout l'entretien, ça consiste à ce que les élèves, on fait la même chose avec les parents, ils décrivent toute l'aide économique, culturelle, domestique et émotionnelle qu'ils ont reçue, donc en grande quantité de leurs parents. Et à la fin, bon, ce qui est par ailleurs un biais qu'on explicite, mais on leur demande à quoi ils attribuent leur réussite. Et de façon parfois déconcertante, ils continuent de mettre en avant leurs efforts et leurs talents, et leurs mérites ne sont pas du tout entachés par l'aide parentale qui a été décrite pendant 1h30. Voilà. Bon, j'ai encore un petit... je suis à 32... Ouais, bon, je finis juste en 5 minutes. Bon, juste sur la 3e partie de la commande d'octobre, qui était comment ça a été reçu, cette réutilisation des concepts d'Annette en France dans mes recherches.
Donc une première chose que moi j'avais raconté un peu en 2 temps de comment ça a été reçu par l'enseignement catholique et comment ça a été reçu plus dans le milieu scientifique. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que à la suite, mon mémoire de master a été publié sous forme d'ouvrage et du coup je suis allée remettre cet ouvrage à l'école en juin 2024. Et donc à la fin, donc avant les vacances d'été, et ensuite là en décembre dernier, je suis retournée à l'école pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ce que j'ai trouvé intéressant en lien avec l'ouvrage d'Annette, c'est que globalement, ils étaient super enthousiastes et je leur ai demandé s'ils se sentaient compris. Et ils m'ont dit, oui, tu as très bien su saisir qu'est-ce que c'était notre projet éducatif, quelle c'est notre conception d'éducation. Enfin, ils m'ont absolument pas dit qu'ils se sentaient pas compris. Donc, j'étais étonnée, mais plutôt heureuse de ça. Mais quelque chose qui les a troublés, c'était justement la question du sentiment de légitimité. Et du coup, donc, par exemple, donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui. Ils étaient troublés par le fait que les enfants y tirent autant d'assurance de leurs expériences familiales et scolaires et qu'ils soient capables d'agir différemment selon l'adulte. Et du coup, ils m'ont indiqué, et c'était important pour eux, que ce n'était pas du tout ce qu'ils cherchaient à leur apprendre. Bon, voilà. Et une autre chose où je trouvais qu'on voyait que la question du sentiment de légitimité, ça ressortait, c'est que j'ai reçu un email de la part de l'enseignante de CM2, donc à la fin de l'été, où elle m'a écrit, donc bravo, elle a écrit « Tu as su saisir à un instant T une école dans sa globalité. J'ai été intéressée par ta modélisation de la construction d'un statut social. » Et donc je trouve qu'à nouveau, ce qu'on voit là, c'est qu'elle est troublée par le fait que je montre qu'ils sont conscients de leur position dans le monde social et qu'ils en tirent une forme d'assurance. Donc visiblement, c'est des dispositions, un rapport au monde que les enfants incorporent qui ne correspond pas exactement, en tout cas explicitement, au projet éducatif de l'école et de ses membres. Bon. Et du côté du monde académique, bon, juste rapidement, ce que je trouvais une chose un peu rigolote, c'est que moi je trouve que quand on lit le livre d'Annette, après ça donne envie d'aller faire des observations, et notamment des observations en famille, mais aussi à l'école. Enfin voilà, on se rend compte de la valeur en fait de ces observations des pratiques naturalistes et tout ça. Bon, et du coup, je trouve que ce qui est contradictoire, et notamment de faire ce séminaire ensemble, c'est qu'on a envie de faire ça. En même temps, on a des recherches qui sont financées pour une thèse, c'est seulement 3 ans, pas plus. Enfin, il y a aussi la question du temps. Et du coup, je trouve que c'est toujours difficile de faire passer dans un projet le fait qu'on a envie de faire des observations au long cours, parce que ça correspond pas exactement à ce qui est le plus, je ne sais pas si le mot c'est stratégique, mais en tout cas c'est effectivement très coûteux, ça prend du temps, le temps de faire les observations, de les analyser et tout ça. Mais en tout cas, moi, je me suis dit que c'était quand même la meilleure façon de saisir le quotidien des enfants, ce sur quoi vous avez insisté, en fait. C'est la question de voir ce qui se passe dans le quotidien et pas juste dans des événements exceptionnels, et de les suivre, en fait, dans différents contextes, ce que fait aussi Annette, en fait. De les voir pas seulement à l'école, mais par exemple dans une sortie scolaire, un voyage scolaire, dans une activité extrascolaire, avec une approche assez globale. Et même si, je pense qu'il peut être critiqué pour être trop large, et je comprends, et en même temps, ce qui permet en sociologie de la socialisation de voir à quel point les univers ils sont consonants ou dissonants. De dire, est-ce qu'en fait, on est exactement avec les mêmes gens, est-ce qu'on fait les mêmes activités, enfin voilà, selon les univers dans lesquels on se retrouve. Voilà, et après, peut-être juste sur la méthode aussi, Annette, elle considère quand même, je crois qu'on ne l'a pas mentionné, que c'était une grave erreur de ne pas avoir fait des entretiens avec les enfants. Et en fait, effectivement, elle a fait des entretiens de clôture à la fin des observations, mais globalement, les discours enfantins, ils sont peu présents. Et du coup, une façon, je pense, de prolonger ce travail, c'est aussi de s'intéresser plus au sens qu'ils donnent à leurs actions, en fait. Et finalement, comment ils s'approprient ou non les contenus de la socialisation, et puis également les marges de manœuvre qu'ils ont dans un contexte où les voix enfantines dans la recherche sont encore rares. Bon, voilà, je m'arrête là. Ça va ? Ouais, ok. Merci beaucoup. On est désolé, on doit conclure et terminer la séance. Alors, vous serez tous les 3 présents un petit temps après pour pouvoir échanger et continuer de poser des questions et même faire des dédicaces sur vos livres qui sont en achat au fond de la salle. Alors, simplement, merci beaucoup à vous 3 de vous être déplacés, de nous avoir fait cette présentation extrêmement riche et... Peut-être au nom de nous 3, merci de nous avoir invités, d'avoir donné de la place à tout ce travail de construction de ce livre, puisqu'il y a aussi ENS Éditions derrière et qui a beaucoup
travailler avec nous et j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire. Voilà.